Bonjour à tous et bienvenue dans la Debug Room, l'émission du développement web et mobile, présentée par Teddy Valente et Benjamin Hazan. La Debug Room est disponible un lundi sur deux sur debugroom.fr. Bonjour à tous et bienvenue dans la Debug Room. Au sommaire de cette émission, dans la section web, on vous parle de plein de choses comme d'habitude. Le dossier de cette émission est consacré à Cloudflare. Je vous en ferai un petit retour d'expérience pour sécuriser vos sites internet ou pas. Dans la toolbox et dans la zone 404, enfin, et comme d'habitude, on a plein de choses surprenantes et merveilleuses. Mais pour commencer, j'accueille Teddy. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Ouais, ça va super. Bon, bah t'es pas à côté de moi alors aujourd'hui. Ah ouais, t'es loin aujourd'hui. Bah Qu'est-ce ouais, qui se passe? exactement. On a il y a des travaux dans la salle de réunion là où on fait le tournage d'habitude. Du coup, on peut pas tourner là-bas. Sinon, vous entendriez plus les marteaux-piqueurs que nos voix chantantes. Ah, Donc c'est du peut-être coup, mieux, hein. c'est peut-être mieux. Ouais, faudrait qu'on fasse un sondage pour savoir s'ils préfèrent les marteaux-piqueurs ou les voix chantantes. Bon, allez, on arrête les bêtises et on enchaîne avec la section veille. Gardez l'œil ouvert, c'est la section veille. Dans la section veille, c'est toi qui commences et tu nous parles de Design Google Resizer. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est bon, là c'est un truc qu'il faut aller voir hein, par vous-même, mais c'est un site. Alors moi personnellement, j'ai pas trop compris pourquoi ils l'ont fait, mais bon, c'est un autre sujet. Mais c'est un outil qui est dans les outils de design de Google qu'ils nous proposent, et ça va permettre en fait de tester les media queries ou le CSS. On met un n'importe quel site et puis on peut tester avec plusieurs tailles d'écran. Voilà. C'est ça que ça fait. Donc, le truc, c'est que bah, nous, en tant que développeurs, on va pas trop utiliser ça, on va plutôt utiliser les Chrome DevTools, hein, c'est notamment les outils pour tester le design, il est vachement bien avec les histoires d'émulation, etc. Absolument. Par contre, le truc qui est sympa, tu vois, si tu vas sur la vue, le premier onglet en haut à droite, là, à gauche, à droite plutôt, ouais. C'est qu'en fait, là, tu vois, en fait, les vues qu'on a dans les trois écrans, un écran desktop, un écran tablette et un écran smartphone, elles sont vraiment utilisables. Ils sont scrollables, ouais, ça c'est Ouais. cool. Elles sont scrollables, mais genre, tu peux naviguer dans le site dans les trois C'est marrant. fenêtres différentes. C'est Donc, je drôle. trouvais ça marrant. Mais en fait, même au niveau design, ça peut être un truc qui peut être sympa à faire, notamment, tu sais, quand tu vas sur le site d'une agence web. Yes. Tu sais, tu as tout le temps les références où on montre tu sais, le site comme il a été fait dans un écran de MacBook généralement, de Mac Yes. plutôt, même, taille Mac. Et en fait, plutôt que de mettre juste une image, tu peux carrément mettre le site avec bon, c'est tout simplement c'est une iframe. Hein, Ouais, carrément. enfin, là, c'est un peu plus compliqué que ça, mais au final, c'est une iframe. Ça se Et réutilise bien, ouais. je trouvais ça marrant en fait comment c'était fait comme ça. C'est clair. Bon, Non, je trouve ça ça, cool aussi. c'est plus un outil pour montrer aux clients, Ouais, pour faire la démo aux clients, je pense, plutôt que exactement. pour développer. Ouais, moi c'est Mais comme c'est ça que je le juste, vois aussi. c'est sympa, c'est sympa, c'est plutôt bien fait, et ça peut être utile, hein, pourquoi pas. Yes. Ouais, franchement, je trouve ça super cool. C'est vraiment très très chouette. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est plus pour faire une démo au client en mode voilà à quoi ça ressemble dans tous les différents devices. C'est plus facile pour le client à manipuler que de. Hmm. Et encore, je trouve même ça, Non. que c'est un poil technique, limite. Enfin, tu vois, parce que, genre, quand tu vas sur la partie responsive, sur la partie mobile par exemple, tu vois, il te donne les largeurs d'écran, et il pourrait te donner les modèles d'appareils plutôt. Ouais. Ce serait plus. Bah après, ça s'explique, et si c'est toi qui fais la démo, ça passe, quoi. Yes. Ça peut être pas mal, tu vois, si tu es sur un ordi qui est pas le tien, ou t'as pas ton navigateur, Oui. ou t'as que des navigateurs où il n'y a pas les DevTools qui sont faits pour, là, au moins, tu peux vraiment montrer, Ouais. Carrément, carrément. donc ça peut servir, mais Non, pas c'est bien. tellement Ouais. pour les développeurs, mais même techniquement, c'est marrant comment c'est fait. Absolument. Yes, ça peut te marrant de regarder ça. Allez, ok, allez, on enchaîne avec un sujet un poil plus trapu qui est le machine learning. Mais ne vous inquiétez pas, on va pas rentrer dans les détails, puisque justement, c'est une introduction, une préparation, une mise en jambe pour le machine learning. C'est un sujet que je pratique pas mal en ce moment parce que ça m'intéresse. Et du coup, j'ai trouvé ce petit article qui en fait vous explique visuellement les différents algorithmes, ce que c'est que la nuance, ce que c'est que les bornes, comment ça gère les différentes manières de grouper les choses, etc. C'est intéressant, les histogrammes, enfin bref, il y a plein de choses, je vais pas rentrer dans les détails. Ce qui est très bien, c'est qu'il y a très très peu de texte, il y a énormément de visuels, de graphiques, de choses pour comprendre visuellement ce que ça fait. Et sincèrement,
faut quand même être clair, moi depuis le temps que je manipule les outils de machine learning, hein, donc on parle de TensorFlow, de RStudio, il y a des librairies Python, etc. Qui sont manipulables pour faire ça. Honnêtement, ouais, c'est quand même un peu trapu si on n'a pas trop l'habitude. Enfin, du coup, j'ai dû vachement me documenter pour comprendre parce que c'est des librairies qui sont hyper bas niveau en fait. C'est vraiment, enfin, c'est vraiment assez bas niveau si tu connais. Il faut vraiment construire beaucoup de choses pour arriver à des niveaux de résultats un tout petit peu intéressants. Enfin, moi, tu vois, mon exemple de base pour le machine learning, c'est je veux réussir à détecter si un texte c'est du français, enfin, si un mot c'est du français, de l'anglais ou de l'espagnol, tu vois. Donc c'est pas très compliqué, tu vois, voilà. Donc je fais apprendre, enfin bref, imagine. Et du coup, là, on a essayé de faire ça et c'est quand même, ouais, c'est quand même assez compliqué de mettre en place ces différents algorithmes et tout. Du coup, j'ai trouvé vachement bien cet article. J'aurais aimé le rencontrer avant que je commence à me casser la tête sur les trucs. Mais c'est vachement pratique. Voilà, c'est visuel et tout. Franchement, on comprend assez vite. Donc, si vous avez envie de vous renseigner, c'est bon, il y a du contenu, hein, donc ça c'est cool. Vous avez beaucoup à regarder et pas tant que ça à lire. Et finalement, pour le machine learning, bah, c'est pas mal. Donc voilà un petit peu, je vous le recommande d'aller jeter un petit coup d'œil. En plus, si vous êtes curieux de savoir comment ils ont fait ça techniquement pour faire toutes ces animations, bah, allez jeter un coup d'œil, c'est toujours cool, même que pour ça. Un petit commentaire ou on enchaîne? Non, ça a l'air pas mal, j'irai le lire quand on aura fini. Great. Allez, on continue et tu nous parles de Rails et de Phoenix. Dis-moi, Phoenix, c'est pas le langage de programmation dont on a parlé il y a 2 semaines? Enfin, 3 semaines Et puisqu'on est un peu en retard. ouais, si, exactement, c'est ça. Cool. Donc, bah, j'assure le suivi, hein. Yes. Et là, je vous ai mis, donc moi, c'est les 2 ou 3 prochains articles que je vous présenterai là dans la section veille. Ça parle de ça, en fait. Donc, je sais plus si il me semble que j'en avais parlé dans le dossier, mais j'avais mis un lien du blog de CodeShip. Ah, peut-être. Ils sont en train, eux, beaucoup de tester, en fait, simplement Phoenix. Et Oui, c'est des gens qui viennent de Rails beaucoup chez d'accord. CodeShip. Et du coup, voilà, il y avait une première partie qui expliquait une première partie des différences entre Rails et Phoenix. Hein, parce que si vous vous rappelez, enfin, pour ceux qui n'ont pas écouté le dossier de la dernière fois, en fait, Phoenix, c'est Ruby on Rails, mais en beaucoup plus rapide, pour faire simple. Et aussi, dans les grosses différences, c'est que du coup, il n'y a plus d'objets dans Phoenix, contrairement à Ruby on Rails où tout est un objet. Là, c'est complètement de la programmation fonctionnelle, donc ça fait quand même pas mal de différences. Quand même. Et bah là, du coup, c'est voilà, des gens qui viennent de Rails et qui sont en train d'apprendre à manipuler à fond Phoenix Framework, qui font leur retour d'expérience là-dessus. Cool. Voilà, donc à lire même pour ceux qui s'intéressent à Phoenix sans connaître Rails, hein, parce que on apprend quand même des choses. Yes. Et parce que finalement, Rails ou Symfony, ça sera un peu la même chose dans le sens où tu manipules plus des objets. Et c'est surtout ça la principale différence dont ils font état dans ces 2 articles-là. Ah, c'est la Voilà, disparition donc des objets. allez lire, ça se lit assez bien, c'est écrit, il y a des exemples de code à chaque fois, donc c'est assez digeste, pas de problème. Cool. Bon, on ira regarder ça du coup juste après. Allez, on enchaîne et je vous parle de Parse, qui est un service qui a été développé par Facebook, si je dis pas de bêtises, ou je C'est suis à peu près Facebook, ouais, sûr. il me semble. Qui tire sa révérence. Voilà, il faut savoir que les utilisateurs de Parse ne pourront plus utiliser tous les services de Parse, donc que ce soit notification, stockage, gestion de code, génération d'API, bref, tout ce que Parse proposait à partir du 28 janvier 2017. Donc on a encore un tout petit peu moins d'un an devant nous pour pouvoir faire nos migrations. Parse nous laisse pas complètement le bec dans l'eau puisqu'il nous propose un truc qui s'appelle Parse Server. Globalement, c'est pour héberger sur son propre serveur les services que Parse proposait, mais c'est pas, du coup, ça permet quand même de faire ce qu'il faut. Il y a quelques guides de migration de bases de données vers d'autres services comme Heroku, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, amis utilisateurs de Parse, moi je sais que je m'en servais pour notamment des notifications mobiles, puisque ça faisait une passerelle un peu gratuite et plus facile à implémenter pour les notifications mobiles multi-OS, tu vois, quand tu veux balancer de l'Android et de l'iOS, bah passer par un truc qui mutualise les deux, c'est quand même vachement plus pratique. Donc en plus c'était gratuit, genre tu pouvais balancer plein de notifs, donc enfin bref, on s'en servait. Donc voilà, soyez préparés à cette fermeture de service qui aura lieu le 28 janvier 2017. Tu te servais de Est-ce Parse, toi? que Ouais. non, je m'en suis jamais servi. Quand j'avais besoin de faire des notifications, je passais par Pusher, Ouais, c'est pas mal aussi ça. qui du coup est payant, mais qui est un peu plus haut niveau, qui était plus simple à mettre en place. C'est ça. Mais par contre, pourquoi ils le disent pourquoi ils arrêtent ou pas?
Bah ils ont des difficultés. En gros, ouais, ils ont du mal à rentabiliser le service, quoi. Ouais, bon, c'est Facebook derrière, je dirais. Bah ouais, bah après je sais pas exactement. Ils ont pas, non, moi j'ai pas pris le temps Non, ils disent pas? Ok. non, enfin ici ils l'ont dit, mais je l'ai pas, ça m'a pas marqué les raisons qu'ils expriment pour ça. Donc bon, Bah, ok. C'est dommage, c'était. Enfin, moi, je m'en servais pas quand je faisais, mais je trouvais ça pas mal, en fait, quoi. carrément. Mais il y en a d'autres, des Le trucs système, maintenant, effectivement, si tu veux, c'était pratique. dans le même délire, t'as Fabrique de Twitter qui fait le même genre, mais du coup, ça me donne envie de réfléchir un petit peu parce que s'il se remet à fermer, enfin, tu vois, c'est le genre de truc, c'est un peu chiant quand même ça. Tu sais, quand on parlait du dossier sur la dépendance aux services externes, bah voilà, là, il y a aussi ces Hmm. conséquences-là. Mais bon, bref. Allez, on continue et tu nous parles d'un petit retour d'expérience d'une migration de Race vers Phoenix Elixir. Et oui, comme je te disais, hein, j'assurais Sur le le suivi. suivi du dossier. Et bah là, c'est carrément un mec un développeur qui passe de, c'est une application un peu e-commerce, un peu simple, un peu classique, Mhm. et qui raconte comment, enfin, quelles sont les difficultés qu'il a rencontrées, enfin, les difficultés entre guillemets, parce que c'était pas, il y avait rien de très compliqué, mais c'est surtout que, bah, voilà, il raconte qu'effectivement, il y a des choses qui existent dans Rails et qui n'existent pas dans Phoenix, et Ouais, voilà, il explique comment il a fait pour adapter le code. Et d'accord. grosso modo, ça se passe très bien, quoi. C'est vraiment juste des choses qui existent dans l'un et qui sont refaisables très facilement dans l'autre. Mais voilà, il y a rien de compliqué. Mais c'est toujours intéressant d'avoir un retour d'expérience. Le seul truc qui est un peu embêtant, dans le sens où ça demande à faire pas mal quand même de manip et de code, de copier-coller, etc., c'est qu'il n'y a pas d'asset pipeline dans Phoenix. L'asset pipeline dans Rails, tout ce qui va concerner les fichiers JavaScript, CSS, tout ça, qui va les concaténer, Hmm. qui va les parser si c'est du SAS, etc. Ah, d'accord. Donc, du coup, il y a quelque chose qui fait un peu ça dans Phoenix, mais c'est un projet externe qui s'appelle Bower, qui est connu Oui. enfin voilà, ça l'intègre, mais du coup, ça fait quand même pas exactement la même chose, donc il y a quand même pas Ouais, mal c'est peut-être pas aussi notamment, bien intégré, hein. ouais, c'est ça, et puis c'est surtout que, tu vois, dans la pipeline, il y avait tout le système qui permet de très facilement mettre à jour tes fichiers avec les URL des fontes, comme on a dans l'exemple là, ou des images, etc., Ouais. qui n'existent pas dans Bower, Bower, il génère juste les fichiers, il n'a pas d'idée de comment il a organisé le serveur derrière, donc c'est Mhm. normal. Et du coup, voilà, ce qui était un peu long pour lui, c'est que dans tous les fichiers CSS et peut-être même JS, on ne sait jamais, il a fallu qu'il renomme, enfin qu'il redonne le véritable chemin Ah, de de tous les toutes les fichiers. images et tous les, voilà. Ouais, je comprends. Donc Ouais. Bon. c'était un petit peu Ouais, quand c'est une long. habitude que t'as pris, Euh, en plus, comme on avait vu, exactement. Ouais. ouais, il y en a plein. Plus ça va, plus nos pages web emportent avec elles des fichiers JS et CSS de plus en plus nombreux. Du coup, Et c'est vrai que effectivement, c'est génial dans la set pipeline de Ray, c'est que tu mets juste, grosso modo, tu mets juste le nom de ta fonte, de ton image, etc. Et puis lui, il va la trouver tout seul, il va mettre la bonne URL, il va rajouter c'est pas un timestamp derrière qui met, mais je sais plus comment ça s'appelle, enfin un MD5 derrière le nom du fichier, comme ça, si jamais il change, et ben, le MD5 il change et du coup, il met à jour les serveurs automatiquement, tout ça. Donc là, c'est vrai que c'est quelque chose que tu perds mhm. dans Phoenix quand tu passes dessus, c'est pas le plus grave, hein, Non, mais quand mais t'es c'est un habitué à truc que ça, tu perds. Voilà, exactement. ça fait partie du retour Donc, mais voilà, il d'expérience. n'y a rien de. Le retour d'expérience, c'est vraiment, là, c'est encore une fois, c'est avec du code qui explique tout. C'est bien expliqué. Et la conclusion, c'est que pour lui, ça s'est très bien passé. Et le truc qui était le plus chiant, c'est comme je disais, c'est les assets. Et aussi qu'il faut s'attendre à écrire quand même un petit peu plus de code, tout simplement parce que bah, comment ça s'appelle l'écosystème qui est autour de Gem dans Rails, il n'existe pas encore complètement Ouais, bien sûr. dans Phoenix. Ouais. Ouais, même si ça arrive, comme je disais la dernière fois, assez vite, ouais, il faut s'attendre à écrire un petit peu plus de code. Par contre, du coup, il a une application qui marche beaucoup plus rapidement. D'accord. Bon, ouais, c'est ce qu'il disait en Voilà, plus. intéressant pour ceux qui s'intéressent à Phoenix, comme je disais. Yes. Allez, on quitte un petit peu le monde du back-office pour rester dans le monde du front, pour passer dans le monde du front, et je vais vous parler d'un petit article qui vous explique rapidement comment construire un module en
ECMAScript 6. T'as vu, ça fait longtemps qu'on l'avait pas prononcé, cette, cette phrase un peu compliquée. Et finalement, on y retourne avec plaisir. Et du coup, voilà, il nous explique rapidement comment ça se fait, comment ça se comporte, avec plein de petits gist de GitHub à utiliser, enfin, avec des codes d'exemple. C'est toujours bien, ça faisait longtemps qu'on vous en avait pas parlé. Donc voilà. Refaites-y un petit tour, ça fait du bien de se remettre un petit peu à jour dans l'ECMAScript 6, il parle de tous les formats de modules, de l'UMD, etc. Mais voilà, donc allez jeter un petit coup d'œil, c'est assez long, assez documenté, donc il n'y a pas de raison de pas jeter un coup d'œil sur cet article qui a été bien fait. Qui est l'auteur? Donc j'oublie pas le nom, je pense que c'est Priti Kazirdi. Bon, désolé pour l'écorchage de prénom. Non, c'est recommandé par, je sais pas qui. Attends, l'auteur ça va être là-haut. Bah, ça Ah doit mais c'est elle. être. Non, ça doit être. C'est celle. Bah, je pense, oui, c'est ça. Ah, c'est Pretty Quasi Ready. Allez, on va rester là. Avec un nom comme ça, je dirais que c'est une indienne, mais ça n'engage que moi. Allez, on continue avec, on passe mes élucubrations sur la nationalité de cette personne et on continue avec React Native et Phoenix. Dis donc, ah oui, c'est un sujet autour de Phoenix aujourd'hui chez Teddy. Voilà, jusqu'au bout. Ouais. Bah, là, c'est le dernier. Après, je vous laisse tranquille. Mais c'est vrai que j'ai rajouté cet article-là parce qu'il est intéressant. Il regroupe plusieurs choses. C'est déjà Phoenix Mhm. et aussi React Native. Et Ah, ce qui est vraiment en plus intéressant, c'est qu'on a l'application dont il est question dans cet article. Elle est disponible entièrement sur GitHub. Donc, on peut vraiment aller voir comment ils ont intégré le Phoenix, le Phoenix Framework, mais surtout la partie WebSocket ouais. dans les applications développées en React Native. Et donc l'application en question, elle est pas du tout complète, mais c'est, comme il disait, c'est un proof of concept, je sais pas comment le traduire en français. C'est une C'est démo. un essai, Une quoi, un démo test, c'est une technique. démo qu'ils ont fait pour un de leurs clients en 2 semaines, etc. Donc c'est moche, ça doit pas être très très bien testé. C'est possible qu'il y ait des bugs, mais voilà, c'est un bon exemple qui a été fait par des gens qui sont très forts en Phoenix et en React Native. Ils connaissent bien les deux. Et voilà, donc ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir ça, parce qu'on a vraiment la combinaison de React Native. Donc React Native, pour ceux qui n'ont pas trop suivi ces derniers temps, c'est le framework React, mais qui fonctionne, qui permet de créer des applications natives sur iOS et Android. Mhm. Et ça c'est incorporé avec les WebSockets de Phoenix. Yes. Donc c'est intéressant, on a accès complètement au code en entier de l'application. Ouais. On a même une vidéo qui explique pas mal de choses et le code est bien documenté, bien expliqué. Donc C'est vraiment vous exploitable. pouvez y aller. Ouais, c'est carrément pas mal. Ça permet tu sais, souvent quand tu arrives dans un nouveau framework, c'est pas trop comment intégrer d'autres frameworks, notamment JS, pour que ça communique bien et que ce soit pas trop une galère à gérer derrière. Yes. Donc là, voilà, eux, ils ont fait, même si c'est vraiment un test qu'ils ont fait, c'est vraiment juste un test, c'est pas du tout une application qui est finalisée. Ouais. Ça permet de bien voir comment ça se comporte et de bien voir comment ça fonctionne simplement. Et effectivement, ça marche super bien d'après eux. D'accord. Cool. Allez, on continue et tu nous parles cette fois-ci du W3C Web Authentication Working Group. Qu'est-ce que Ouais, c'est que c'est le cette affaire? W3C. Eh ben, c'est le W3C qui vient de lancer un nouveau working group. Donc, working group, c'est un groupement de plusieurs personnes qui vont travailler sur un sujet précis. Et là, ce nouveau Généralement dans le groupe, but il de va pondre une travailler RFC. sur. Hein. Ouais, c'est Généralement c'est ça. Ouais. ça, dans le but de pondre une RFC, une norme. C'est ça, ouais. Sauf que là, c'est vraiment, là, pour le coup, on est vraiment au début, ça date du 17 février, donc ça fait 10 jours. Donc, grosso modo, ils ont eu le temps de Ils ont eu créer le temps de prendre un la café page, quoi. et puis ils ont pris le café, ils ont fait la première réunion pour préparer la prochaine, c'est tout. Mais voilà. Toujours est-il qu'ils travaillent sur ce sujet, et le sujet, c'est quoi? C'est l'authentification sur le web. Et leur but, au final, ce serait de pouvoir se passer de password. Ah, Donc, alors ça je comment suis ça a pour. marché? On ne sait pas trop. Il y a déjà des choses qui existent. Par exemple, je crois que c'est sur Medium, où tu te crées pas vraiment de compte. En fait, c'est juste que tu dis, bah voilà, je suis telle personne avec tel email.
Et à chaque fois que tu veux aller sur une de tes pages dans Medium, et ben ça t'envoie un email Ouais. avec un token Ouais. simplement, et c'est ça qui te sert d'authentification. Absolument, je peux Donc, témoigner, c'est exactement comme ça que ça marche. Basecamp fonctionne exactement de la même manière ah, il aussi. fonctionne comme ça aussi Ouais, maintenant? Ouais, aussi, ouais, ils ont changé. Pardon, d'accord. bien sûr. Donc, et peut-être qu'ils vont travailler sur la standardisation de ce système-là, Ouais, ou peut-être peut-être pour que ça arrête de sur passer par autre les mails en fait, chose. hein. Je pense que le but c'est de virer les mails. Parce que tu Alors, vois, on si sait ça pas peut balancer trop. une notif dans ton navigateur, c'est quand même plus cool. Après, il faut que ce soit Ouais, fait. ouais, ça Enfin pourrait être un bref. truc comme ça, pourquoi pas. Ça pourrait être pas mal de choses. Ça pourrait être carrément une espèce d'identité numérique. Faut avoir. On sait que ça, de toute façon, ça prend du temps. Je crois que on en saura plus de toute façon pas avant je crois que c'est le 4 mars de cette année, où il y aura leur première réunion vraiment où ils commenceront à travailler sur le sujet. Donc à voir si ça. Puis de toute façon après c'est pas dit que ça prenne hein, derrière auprès Ouais, dans l'implantation des navigateurs et des sites web. ouais. Mais voilà, je trouve ça intéressant qu'ils s'intéressent à ce sujet. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les logins passwords, ça fait chier tout le monde. Il y a qu'à Oui, voir, il y a qu'à voir les listes des mots de passe les plus utilisés qu'on a tous les ans, là, où à chaque fois c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, AZERTY c'est ou clair. QWERTY, plus probablement C'est en vrai que c'est premier. chiant. Donc du coup, il Ouais. faudrait, tu vois, parce que ouais, du coup, il faudrait aller jusqu'au bout parce qu'aujourd'hui, si tu prends Medium ou Basecamp, il t'envoie un mail, mais ton mail il est protégé par un mot de passe. Donc ça résout le Enfin, il n'y a plus qu'un seul Ouais, mais à problème. la limite, si t'en as plus qu'un, c'est pas mal aussi, quoi. Ouais, Mais c'est à voir. Après, peut-être que si tu n'en as plus qu'un, du coup, tu peux peut-être le virer et passer directement à une espèce de double authentification enfin, plutôt que d'utiliser un mot de passe puis l'authentification avec ton téléphone et des trucs comme ça, peut-être que tu passeras directement par ça. Et vu que c'est dans ton mail et qu'après tout serait lié à ton mail, ça pourrait marcher comme ça, tu vois. ouais, peut-être. Ouais. Ça me Donc, fait penser qu'on à avait voir. parlé je sais plus dans quel debug room, je suis sûr qu'on en avait déjà parlé, d'un truc qui s'appelle Passwordless, qui est justement également une authentification, un petit framework en Node.js Mm. avec Express, qui permet justement d'implémenter l'authentification sans mot de passe, justement, basé sur un token. Alors je me souviens plus. De toute façon, même dans toutes les applications web, hein, généralement, tu as fait dans les processus d'authentification, tu as t'as un processus de rappel de mot de passe. Yes, Et finalement, le rappel de mot de passe, c'est ça que ça fait. Ça génère un exactement. token qui est là pour un certain temps. Et c'est jusque-là, au lieu de le limiter au rappel de mot de passe, enfin, au changement Ouais, tu enfin, l'utilises juste au mot de comme passe oublié, tu l'utilises en comme permanence, en facteur fait. d'authentification, exactement. Finalement, Donc, ça revient à ça. ah, Parce que mais moi je suis même ravi qu'on si migre vers ça. s'implanter ça, ce serait pas compliqué, je pense, à implémenter dans la plupart des sites web. Non, je pense pas, non. Non, non, c'est hyper simple. Non, c'est un processus qui est assez simple. En plus, ça simplifie. En fait, ça allège. C'est-à-dire que maintenant, login, rappel de mot de passe et sign up, en fait, c'est la même action, les trois. C'est la même chose. Les trois, c'est je balance Ouais. mon adresse email, je valide un formulaire et j'attends le mail. Donc, et toi, après, à toi de gérer, soit ça crée une ligne, soit ça veut être, soit machin, mais globalement, les trois, ça fait exactement la même chose. Donc, finalement, ça marche bien. Allez, on continue pour conclure la section veille et tu nous parles des nouveautés dans les Chrome DevTools. Ah oui, je les ai vus, celles-là, elles Ouais. sont trop cool. Donc, moi, surtout, ce qui m'avait plu, c'était deux choses. Bon, déjà, on va pouvoir passer les DevTools dans un thème noir. Je sais pas si si tu utilises ça dans ton éditeur de texte ou pas? Non. Un thème noir Non, comme moi ça, un fond j'ai noir? jamais. Non, Non? non, j'ai jamais compris les gens qui étaient fans du thème noir. J'ai toujours trouvé ça comme un truc une espèce de mode. Non, moi j'aime bien le thème clair. J'ai toujours aimé. Voilà, j'ai toujours été fan du thème Ah, clair. Ouais, hashtag thème clair chez moi. d'accord. Bah, moi, c'est l'inverse. Je trouve que le blanc, au bout d'un moment, ça te pète les yeux, en fait. Alors que le noir, c'est beaucoup plus. Ça repose. Ouais, je Bah, ouais, comprends. je trouve. Puis en plus, c'est plus écologique, le noir. Donc, Bah oui, bien sûr. Oui. Et puis ça sauve des bébés phoques, oublie pas. ouais. Bon, bref, voilà, il y a ça. Mais ça, c'est un petit. Enfin, si, c'est pas mal. Parce que du coup, ceux qui sont en noir dans leur éditeur de Alors texte, oui. ils sont en noir aussi Non, dans moi ce le. que je vois d'intéressant, c'est que surtout la plupart du temps tes pages sont blanches. Du coup, au moins ça sépare bien Ouais, aussi, ouais. ton Pourquoi pas. tes DevTools de ta page quoi. Enfin, au moins tu la vois bien quoi, y a pas de doute, il y a un beau contraste qui se fait.
Voilà. Pourquoi pas, ouais, c'est vrai. Et le deuxième truc qui est intéressant, c'est que on a de plus en plus de support pour les CSS Calc qui permettent de faire des calculs, etc. en Ah CSS oui, et SSS. d'avoir notamment des variables. Et du coup, on va pouvoir modifier ces variables directement dans l'inspecteur CSS et voir tout de suite le résultat dans, en réel, en temps Yes. réel Ouais, sur carrément. cette page. Dans l'exemple qu'il donne, c'est notamment une variable qui s'appelle grid column où tu peux dire bah, ma grille a fait 2 colonnes ou une ou cinq et puis automatiquement ça change tout de suite. C'est clair. Donc ça c'est pas mal, je mine de rien pour tester, pour vérifier ou pour quoi que ce soit, ça permet de gagner vachement de temps. Yes. Non, c'est vrai. Voilà, donc les petites choses qui arrivent, ça devient vraiment de plus en plus meilleur, les Chrome DevTools, donc c'est génial. De plus en plus meilleur, eh bien on s'en souviendra. C'est pas comme ça qu'on dit. Si, si, on va prendre ça comme ça. C'est très cool. Ok, bon, bah c'est cool, c'est bien, c'est bien. On sait quand ça arrive, ces nouvelles. Ah, c'est Chrome 49, c'est ça, hein. Ouais, bah, ça arrive dans les semaines qui viennent. Ça dépend, je sais pas si c'est Bah là, ils annoncent ça sur dans la. 49. Ouais, Donc voilà, c'était ça que je voulais voir. Ok, je suis super. en rayure, je sais pas. Merci Teddy, ça fait une super section veille et on enchaîne avec le dossier. Assez rigolé, c'est le dossier. Et dans le dossier, je vous parle d'un petit retour d'expérience d'un service qui s'appelle cloudflare.com. Alors c'est un service que vous connaissez certainement, qui propose basiquement deux grands services. Un, de protéger un petit peu votre site web des différentes attaques, notamment des attaques DDoS, mais vous verrez qu'il va plus loin que ça. Mais il vous propose aussi d'optimiser la performance d'affichage de votre site web, puisqu'il vous propose notamment la diffusion via CDN de vos fichiers statiques, images, CSS, JavaScript, du coup pour accélérer leur chargement. Alors, je voulais vous en parler parce que j'ai eu un petit j'ai eu besoin de m'en servir pour deux de mes clients qui ont vécu des attaques et voilà, comme ça fait plusieurs fois que je m'en sers, je voulais un petit peu vous en parler parce que je pense que c'est un service que vous avez que vous connaissez et que vous avez probablement pas eu l'opportunité d'utiliser. Alors, comment il fonctionne? Bah honnêtement, pour le paramétrer, c'est assez simple, hein. Il suffit faut déporter les name servers vers les name servers de Cloudflare. Alors il y a une petite interface, hein, pour commencer qui vous recopie tout le paramétrage DNS qui a été fait que vous aviez sur votre name server initial, qui le recopie dans Cloudflare. Attention, attention, attention. Il a jamais été foutu de recopier toute la configuration. Donc faut faire attention quand même, il faut recontrôler pour s'assurer que la configuration qu'il va remettre en place sur ses name servers à lui est bien complète. Parce que c'est pas du tout, enfin voilà, moi j'ai jamais eu de configuration où je clique, je lui dis vas-y importe toute la configuration et c'est réglé. Non, ça l'a jamais fait malheureusement. Donc du coup faut faire après une recomparaison deux par deux pour être sûr qu'il y a bien tous les noms de domaine, tous les paramétrages, les CNAME, les A, les textes, les MX, hein, pour pas perdre vos mails. Oubliez, c'est pas ça, hein, si vous voulez bouger, attention les mails. Donc bref, toutes ces petites choses là, faut pas oublier parce qu'il les recopiera pas correctement, pas complètement. Donc ça c'est la première étape. Une fois que ça c'est fait, globalement bah du coup ça va à la vitesse de la propagation DNS que vous avez, mais moi ça a mis moins de 24 heures, vraiment ça va assez vite en termes de prise en charge. Et après du coup bah vous pouvez décider quel sous-domaine passe par Cloudflare ou pas. Bon, il y a des petites icônes pour basculer le truc ou pas, mais bon, si vous faites tout passer dedans, vous pouvez regarder ça. Donc du coup, qu'est-ce qu'il propose comme service? Il propose donc un CDN. Ça c'est cool parce que du coup vous n'avez rien à faire, c'est-à-dire que dans la mesure, c'est-à-dire que généralement, je sais pas si vous avez déjà utilisé des CDN, mais toi t'es dit par exemple, tu pourras nous en parler si tu l'as fait, mais quand tu utilises un CDN du marché, généralement il te propose de te foutre soit un suffixe, soit un préfixe à ton nom de domaine pour appeler tes images. Pour appeler tes images. Donc il faut que tu changes en fait toutes les images de ton. Il faut que tu changes ton site pour que ça prenne en compte le CDN. Là avec Cloudflare, t'as pas besoin de le faire. À partir du moment où tu l'as activé, les images bénéficient du CDM. Ça c'est quand même assez cool, c'est que tu touches rien à ton site, c'est vraiment sans les mains. Ça c'est quand même pratique. Évidemment après il vous fait des stats du genre voilà je vous ai fait économiser tant de bande passante parce que du coup il y a de la bande passante qui est servie par le CDN et pas par votre serveur, etc. Bon.
vous avez des petites stats qui sont intéressantes, mais vraiment la promesse de no configuration, c'est vrai. En tout cas, votre site, vous y touchez pas. Il bénéficie du CDN de manière automatique à partir du moment où vous avez fait la migration de DNS. Hein. On comprend pourquoi, mais je trouve que moi c'est plus pratique à mettre en place. Il vous propose aussi des trucs d'optimisation. Donc là, on va rester sur la partie performance et je parlerai plus longtemps de la partie sécurité parce que je pense que c'est quand même la partie la plus intéressante. Sur la partie performance, il fait trois choses. Il fait de la concaténation, non, pas de la concaténation, de la minification. Donc il minifie automatiquement pour vous toutes vos CSS, vos JS et votre HTML. Pareil, pas mal, c'est plutôt cool à l'avoir. Attention, il concatène pas, hein, donc il va juste vous les minifier. Si vous avez 100 fichiers CSS, il va vous les minifier, mais vous en aurez toujours 100. Hein, pas de que vous vous y trompiez pas. Donc ça, il le fait. Voilà, ça c'est nickel. Il vous fait aussi un truc que moi j'ai utilisé, mais que j'ai pas vu, enfin j'ai pas trouvé particulièrement efficace. Il vous fait ce qu'ils appellent de l'image polishing, c'est-à-dire qu'en gros, il vous réoptimise le taux de compression de vos images. D'accord, donc si elles ont un taux de compression qui est trop élevé, hein, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand on avait parlé d'un dossier sur la performance côté client, on avait fait une émission côté client, une émission sur la performance côté serveur, et on vous avait parlé notamment de PageSpeed ou YSlow qui sont des indicateurs de performance. Et du coup, ils ont notamment un des indicateurs forts, c'est attention, vos images ont un taux de compression trop faible, donc en fait elles sont délivrées avec une trop grosse qualité de compression par rapport à ce que vous en servez. Vous pourriez économiser sans perdre de qualité visuelle. Hein. Là attention, on se trompe pas, on n'est pas en train de parler de la taille des images. Hein. Si c'est trop gros, c'est toujours trop gros. On parle bien du taux de compression. Hein, je sais pas si tu veux rajouter des choses pour préciser quelque chose, t'es dit, mais Non, non, ça va. c'est Donc rien. voilà, on se trompe pas, il touche pas à la taille de vos images, juste il les recompresse si jamais elles sont dans un taux de compression qui est trop faible. Donc voilà, évidemment, il vous fait des petites optimisations sur les entêtes HTTP et les entêtes enfin principalement les entêtes HTTP pour optimiser le cache. Donc voilà, c'est plutôt bien fait. Il y a d'autres petites choses qui sont précisées, comme par exemple le Rocket Loader. Évidemment, je vous en ai pas parlé. Là, ça vient plutôt du côté sécurité, mais on va y venir. Il vous propose aussi le mode Always On. Donc par exemple le côté mon site tombe, il va vous servir que les pages en cache et du coup votre site aura l'impression d'être toujours on même si pour vous il est off. Ce qui a quelques conséquences puisque par exemple si vous utilisez des outils de monitoring type Pingdom, il risque de pas le détecter puisque du coup pour lui il est on le site. Donc il faut si vous faites du monitoring comme ça, il faut faire attention à faire une surveillance plus proche du serveur, donc avec des démons ou autre chose, des démons directement sur vos serveurs, parce que du coup, si vous faites du pingdom ou du monitoring ou du monitis ou de ce que vous voulez, globalement, il va faire des web requests et il va trouver que le serveur répond et que la page est bien présente, ce qui est le cas pour vos utilisateurs, mais en fait, votre serveur est down, donc ça vous permet pas de faire faut faire un petit peu attention. La question, ils ont ajouté une option qui est pas du tout une option récente, mais honnêtement, quand je l'ai vu là, je me suis dit, punaise, en fait, ils ont vraiment pensé le truc jusqu'au bout. Ils ont intégré un truc qui s'appelle le Developer Mode, qui vous permet en fait de désactiver toutes les optimisations qui sont faites et d'aller directement accéder au serveur directement. Bah ouais, c'est bête, mais effectivement, si tu fais une petite modif ou que tu mets en ligne un truc et qu'en fait il faut attendre que le cache se vide ou que tu dois toi vider manuellement ton cache parce que tu peux le faire dans la console de Cloudflare pour que tu puisses voir tes résultats, c'est quand même un peu chiant. Donc ils ont intégré un mode développeur et je trouve qu'ils l'ont intégré de manière assez agile, assez maligne, parce qu'en gros en fait il se désactive si tu le désactives pas toi-même manuellement, il se désactive tout seul au bout de 3 heures. Ce qui fait que du coup, tu peux pas oublier tu peux pas oublier ton mode développeur comme ça et laisser ton site quelque part un petit peu sans performance, sans protection, indéfiniment, si jamais tu as juste oublié de désactiver ce mode-là. Ce que je trouve assez malin comme truc. Donc voilà, je voulais en parler. Moi en tout cas, je m'en suis servi. Il vous fait de la compression gzip. Bon, il vous fait tout ça. Donc ça c'est pas mal. Ça c'est pour la partie performance, qui est bien. Hein, ça donne vraiment des résultats. Enfin, en termes de
comment dire, en termes d'effets sur les utilisateurs, ça se sent très vite, hein, notamment sur les images, hein, parce que bon, si vous travaillez avec des agences design, hein, vous savez comme moi, elles sont payées au mégapixel, donc elles ont tendance à vous balancer des images de l'enfer, et donc là vraiment ça les allège bien, même si du coup elles sont grosses vos images ou des vidéos. Vu qu'elles sont servies par CDN, vous exploitez vraiment à fond la bande passante de votre client, ce qui se sent très vite en fait. On se rend compte que bah ouais, il y a des faiblesses de bande passante sur le réseau quand même. Euh, donc ça c'est quand même agréable. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la performance? Globalement j'ai fait le tour, je vais attaquer la partie sécurité. Juste avant Teddy, est-ce que toi tu as quelques questions à poser sur la partie Ouais, web? je me demande si ça marche pour les sites qui sont pas. Je vois très bien. Déjà, ce qui est impressionnant, c'est le nombre comme on voyait sur l'écran là à l'instant, le nombre de points qu'ils ont dans le monde, de points de Ouais, c'est présence. clair. Là, ils en ont même 2 en Afrique, alors que généralement, il y en a 0 C'est d'habitude. clair. Donc ça, j'ai trouvé ça assez impressionnant. J'avais jamais vu ça en fait. Et après, je me demande si tu vois, autant pour les CSS, les JavaScript, les images, là, je comprends, il n'y a pas de souci, mais par contre, pour le HTML, tu vois, si ton site, c'est pas juste un site vitrine et que c'est un site, je sais pas moi, un Comme réseau social ou un au truc comme ça, e-commerce. et comment ça marche, ce cas-là. Ouais, non, non, mais y a pas de. Alors, déjà, alors ça marche bien. Enfin, nous voilà, on l'a mis en place sur. Alors oui, je vous en ai pas parlé. On a mis en place ça sur un site de contenu, donc genre blog, portfolio, etc. Donc avec des articles qui sont publiés régulièrement. Et on a mis ça en place aussi sur un e-commerce, d'accord? Donc avec panier, gestion de compte, commande et tout ça. Ça marche nickel pour la simple et bonne raison que il prend en compte les entêtes HTTP que vous mettez en place, et notamment il est capable alors D'accord. enfin je sais pas comment il se débrouille, j'avoue que j'ai pas regardé, j'ai fait un peu mon feignant, mais non non, il y a pas de problème, quand vous êtes connecté il vous trache bien le cache automatiquement. Et tu vois les paniers, moi j'ai zéro souci de panier quoi, quand je suis connecté, ou même quand je suis en mode non connecté en panier anonyme, ça marche nickel, il n'y a aucun problème avec Cloudflare. Franchement, je sais pas comment il se débrouille, mais enfin, j'imagine je sais pas comment il se débrouille, mais ça passe très bien. Ça passe vraiment sans problème. Il y a aucun, enfin, nous, on a constaté aucun effet de bord, et pourtant, il y a des commandes tous les jours. Euh, donc, j'étais plutôt content. Donc voilà. Donc non, il y a pas. Ouais, ça pourrait être un risque, mais moi, je l'ai pas constaté. Voilà, retour d'expérience. Comment ça marche, j'en sais rien. Faudrait qu'on appelle le mec de Oh, Cloudflare. peut-être tout simplement, ils ne cachent pas le HTML en soi. Il me semble que si, puisqu'il le minifie, donc normalement il fait ça. Bah, à mon avis, il s'appuie sur les en-tête, les headers que ton serveur Oui, envoie, tu peut-être vois, ça peut être ça aussi. pour dégager le cache. Je sais pas exactement, mais globalement, enfin, j'ai constaté zéro problème par rapport à ça. Donc voilà un petit peu pour en parler. Est-ce que tu avais d'autres questions concernant la performance de ce truc? Non, Non, non. c'est tout. Ok, bah du coup on va passer sur la partie un petit peu sécurité, parce que la partie quand même parce que faut être clair, hein, tout ce qui est proposé là, à part la partie CDN, tu peux très bien le faire directement toi-même sur ton serveur, hein, le côté gestion de cache, Oui. optimisation, même tu peux en fait même en mettant des gemmes ou des modules sur ton serveur, tu peux aller beaucoup plus loin, tu peux auto-concaténer, minifier, enfin tu peux aller beaucoup plus loin en fait que ce que propose Cloudflare, hein. C'est pas sauf sur la partie CDN. Bon, c'est un choix à faire, hein. Nous, pour être clair, on a combiné les deux. C'est-à-dire qu'on a un module d'autoconcaténation, de compression, notamment pour les CSS, les JS et les HTML, et on a refoutu un Cloudflare par-dessus qui lui aussi va refaire de la minification si jamais ça n'a pas été au bout. Donc on a un peu on a double optimisation, même si je pense que celle de Cloudflare est pas très forte, mais l'avantage c'est que du coup on a quand même la concaténation. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi d'expérience j'ai remarqué que minifier tes CSS en vrai ou ton JS ça change pas grand chose. Ce qui change la face du monde c'est quand tu les as concaténés quoi. Ah oui, ouais. Bah, tu vois, si tu fais que minifier et que tu laisses 200 CSS ou 40, Ah bah t'as non, vaut rien. mieux faire Voilà, l'inverse. vaut mieux faire. Exact. Vaut mieux Oui, concaténer et ne et pas pas. minifier que minifier et ne pas Je suis bien, concaténer. voilà. Moi, c'est aussi mon avis, donc voilà. Du coup, c'est ce que je disais. Donc, du coup, Après, Cloudflare vaut fait mieux pas. faire les deux. Ouais, vaut mieux faire. Le mieux, c'est de faire les deux, mais si tu dois en faire qu'un seul, hein, parce que ça va pas. Ça vient pas sans C'est conséquence. concaténer. Là. C'est plutôt concaténé qui est plus efficace. Bref, donc voilà un petit peu pour la performance. C'est vraiment sensible. J'ai pas eu la curiosité de voir si ça avait des effets
sur le référencement naturel, hein, parce que nous voilà, on a posé ça fait un mois, donc je pense que les effets se font pas sentir. Mais on a déjà des retours utilisateurs qui nous disent purée, le site il est sous stéroïdes, c'est cool, ça va beaucoup mieux machin. Donc ils étaient voilà, on a déjà des retours un peu positifs d'utilisateurs, donc ça se sent vraiment, hein, sans évidemment mentionner les retours du client qui a bien vu que son site allait sensiblement plus vite. Parlons de la sécurité, puisque c'est la raison en fait pour laquelle j'ai installé Cloudflare et je l'ai mis en place sur mes clients, parce que eux étaient soumis à des attaques insistantes. Bon, alors je vais pas faire un cours sur la sécurité, mais ça fera peut-être l'objet d'autre chose, d'un autre sujet sur pourquoi on se fait attaquer, comment on s'en rend compte et tout ça. Mais globalement, si vous vous en rendez compte, globalement, il y a deux réflexes à avoir et Cloudflare ne répond qu'à un seul d'entre eux. La première, c'est qu'il faut nettoyer le premier réflexe, c'est qu'il faut le protéger. Donc il faut bloquer les attaques. Ça, Cloudflare répond à 90%, il va bloquer toutes les attaques. Et après, il faut nettoyer votre site parce qu'il aura été infecté et il va falloir du coup retravailler, supprimer les failles de sécurité autant qu'il y a, et notamment supprimer les fichiers malicieux, je sais pas comment les appeler autrement, j'ai pas envie de les appeler virus parce que je trouve ça, ça me paraît pas convenir. Fais le malin, toi, t'as un autre mot pour ça? Bah, virus, c'est un peu ça, quoi. Virus, bon, les virus qui auront été déposés sur Ouais. votre serveur, parce qu'il faudra les enlever, parce que même avec une protection Cloudflare, les virus sont exploitables. Euh, donc voilà, donc du coup il faudra faire les deux et que ce soit clairement dit, Cloudflare ne fait que de la protection. Si votre site est infecté, si vos backups sont infectés, puisque c'est souvent comme ça que ça fonctionne, hein, ils vous posent des virus, ils attendent 3 mois histoire d'être bien sûr que ce soit bien rentré dans vos backups, et après ils exploitent les failles. Donc attention, hein, une restauration ne résout pas vos problèmes de sécurité, parce que potentiellement vous restaurez des virus. Euh, voilà pour en parler. Voilà pour un petit point rapide. Maintenant, Cloudflare donc ne fait que de la protection. De la protection, ça veut dire, en gros, ça veut dire qu'il fait quoi? Il va analyser tout le trafic de tous les sites qu'il protège, donc il y en a quand même beaucoup, hein. Et il va du coup, grâce à son réseau de CDN notamment, grâce à son logiciel d'apprentissage et grâce à d'autres petites choses, je sais pas comment dire autrement. Euh, Pardon. Bah, notamment grâce au nombre de sites Ouais, grâce au nombre de sites. qui l'hébergent, entre ou dont le trafic passe par ces infrastructures, il est capable de reconnaître Absolument. des IP ou des choses comme ça Alors il va faire qui sont pas plusieurs bonnes, quoi. choses, il va faire des choses rigolotes qui sont le browser integrity, c'est-à-dire par exemple il va vérifier, il va pouvoir contrôler si le navigateur qui est utilisé c'est vraiment un navigateur et c'est pas autre chose. Ceci dit, si vous n'avez pas envie que votre site se fasse scraper, je rentre pas dans les détails, on fera éventuellement un sujet sur le scrapping plus tard, vous pouvez le protéger aussi par le scrapping. Il fait aussi des choses du genre offusquer les adresses email, les numéros de téléphone pour que ce soit pas chopable par des robots, etc. Il fait un test, ce qu'il appelle de visitor reputation, et là dans ce cas-là, il peut avoir deux comportements. Soit il présente à l'utilisateur un espèce de captcha. Alors lui il appelle ça un challenge, mais on s'en fout. En gros il présente un captcha où il dit hey, est-ce que vous êtes bien un humain, oui non. Et si en gros la personne elle est pas tout à fait sûre que ce soit un robot ou pas, dans le doute il lui balance un captcha pour que le mec puisse prouver que c'est un humain ou pas. Sinon il a aussi des règles où là il est sûr de sûr que c'est pas du tout des requêtes qui doivent arriver sur vos serveurs, et du coup il les bloque directement, et là il y a même pas de ils ont même pas de chance pour que ça passe. Donc on peut gérer une whitelist et une blacklist, ça c'est classique. Maintenant il propose des trucs que j'aime bien, c'est-à-dire qu'au-delà de la protection des DOS assez classique, il propose ce qu'il appelle des WAF, donc des Web Application Firewall, qui est pas mal du tout. Alors, en gros, alors les WAF c'est quoi? C'est des règles, des attaques classiques sur les frameworks de base. Donc, il a évidemment tous les CMS classiques, il a tous les frameworks. Enfin, il a un paquet de frameworks, donc il y a du Rails, du PHP, du ce que vous voulez. Il y a du Symfony, il y a tout ça. Toutes les attaques qui sont classiques, qui sont courantes, hein, parce que classique c'est pas cool, mais globalement qui sont courantes sur ces frameworks-là, lui, il a déjà établi des pré-règles. Et en fait, il y a deux fournisseurs de règles de protection. Il y a ses règles à lui, donc les règles de Cloudflare que lui-même a décidé d'implémenter.
et une communauté que je connaissais pas du tout, qui est la communauté OWASP, donc Open Web Application Security Project. Je sais pas si tu connaissais. Non, pas du Voilà, tout. qui en fait, elle aussi, propose un certain nombre de règles classiques à implémenter sur ces applications web pour les protéger des attaques. Donc en fait, il cumule les deux, c'est-à-dire qu'on a des règles, en gros, il a ses règles à lui métier Cloudflare, donc les règles en gros propriétaires maison, et les règles open source. D'accord, il cumule les deux, donc les deux sont activables, désactivables. Évidemment, bon, on n'en a pas parlé, mais évidemment, les protections en question, c'est quoi? C'est du SQL injection, du command spam, du cross-scripting, hein, comme je vous disais, là, des attaques spécifiques sur vos applications, donc WordPress, WooCommerce, Joomla, PrestaShop, Ruby on Rails avec je sais pas quel type de gemme en particulier pourrait y avoir, bref, des choses comme ça. Donc l'idée, c'est ça, c'est qu'il permet justement de faire comme ça, de mettre en place les règles, donc on peut les activer ou pas, on peut décider le niveau de criticité auquel on est subi, c'est-à-dire qu'on peut dire par exemple, bon bah là mon site est plutôt sur un niveau d'attaque élevé, ou alors vraiment il est en train de se faire massacrer la tête, et dans ce cas là par exemple on a un mode qui est rigolo, qui s'appelle I'm Under Attack, où en gros toutes les requêtes sont challengées, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un visiteur arrive, il se tape un captcha et après ça le déverrouille, tu vois, pour être sûr, avec un système de cookies. Du coup, vraiment ça te dégage, alors évidemment c'est pas cool pour les visiteurs, mais au moins ça te bloque vraiment toutes les attaques qui seraient un petit peu brute force. Du coup, ça les protège assez bien. On peut faire ces petites règles maison. D'accord, donc on peut dire, tiens, si tu as des appels sur tel type de script à tel endroit, tu vas faire des espèces de regex, on dit, bah voilà, si tu as des appels sur une URL qui ressemble à ça, tu bloques ou tu balances un challenge sur tel type de requête pour être sûr que ça bloque bien le truc. Vous avez un petit rapport en temps réel de toutes les requêtes qui auront été bloquées, quelles règles ils ont été, sur quelles règles en fait le blocage ou la présentation du captcha a été déclenché, donc ça vous permet de faire un petit peu, de voir si vous avez, si c'est tout le temps les mêmes règles, d'où ils viennent, enfin bon, un petit peu ça, et de quand elles datent. Alors moi je vais vous dire exactement comme je le pense. Quand j'ai mis en place donc ce truc là, je ne m'attendais pas à avoir autant de logs, de logs, d'éléments, de requêtes qui sont bloquées par Cloudflare. Vraiment, je m'attendais pas. Enfin, j'en avais genre 10 par minute, quoi. C'était vraiment l'enfer. Je m'attendais pas à ce volume-là. Bon, voilà, chacun ses surprises. Mais moi, franchement, je pensais pas que ce serait aussi agressif. Après, c'est vrai, enfin, tu vois, si tu te mets à la place d'un pirate, je sais pas si t'as déjà essayé de le faire, mais moi, du coup, je l'ai fait. Et je me suis dit, bah ouais, franchement, tu prends tes scripts et puis tu bourrines, quoi. T'envoies comme un porc, et puis tant que ça passe pas, tu testes, ça coûte plus rien de faire ça maintenant. Donc, enfin, il n'y a pas de raison de pas le faire. Ça coûte rien, et puis bon, on sait jamais, on sait bien que les sites passent de main en main, donc on sait bien que dès que le site va changer de main, les niveaux de sécurité vont changer dans un sens ou dans l'autre. Du coup, il y aura toujours l'opportunité de passer. Donc, en fait, au final, maintenant que tu penses, ça me surprend pas. Mais quand tu vois dans ton rapport temps réel, genre 10 requêtes bloquées d'attaque par minute, tu fais ah ouais, quand même, les mecs, c'est vraiment des bœufs, quoi. C'est là que y a pas c'est pas oui, on va y aller poliment, quoi. C'est vraiment balance. Enfin, et c'est pas, tu vois, c'est pas des humains derrière, c'est évident, quoi. C'est des scripts qui tournent comme des fous. Donc bref, du coup, c'était juste pour faire un petit retour d'expérience là-dessus. Euh, je disais, alors est-ce que déjà t'as des questions là-dessus? Argent, ça coûte combien? Ah ah non mais je voulais conclure là-dessus, mais c'est pas grave, Ah, on va y aller. non, bah Non sinon, non, dans alors les non autres c'est intéressant. questions. En fait ça coûte pas cher, ça coûte 20 balles par mois. D'accord, 20 dollars. C'est pas cher, enfin bon après ouf. Et t'as pas de niveau gratuit, ce genre de Si t'as choses? un niveau gratuit. T'as un niveau. Alors D'accord. attention, t'as un niveau gratuit. Attends, je vais te le dire parce que je me souviens pas bien. Il est où? Tu le vois pricing là? Il est là, merci. Euh, Non. si t'as un niveau gratuit, mais attention, Ah bah c'est gratuit, ça va, c'est pas cher. non, en fait, le problème du niveau gratuit, c'est que les niveaux de sécurité qui sont proposés sont faibles. C'est-à-dire, tu peux pas D'accord. activer tout le firewall, toutes les optimisations, t'as plein de choses que t'as pas en fait. Je veux dire, le vrai niveau où tu commences vraiment à protéger. En gros, si tu mets un niveau gratuit, autant rien mettre, t'as rien protégé. Que les choses soient claires, vraiment, ça protège vraiment pas grand-chose. Le niveau pro, donc à 20 dollars par mois, lui, il commence à te faire des trucs de protection plus puissantes. Il y a un niveau business qui est à 200 dollars par mois.
Bon, alors, on se détend un peu sur les trucs, hein. En gros, en termes de niveau de protection, ça va pas au-delà de ce que je vous propose, notamment sur les règles de firewall et tout ça. C'est toujours la même chose. Les deux choses qui sont ajoutées, c'est une détection avancée du déni de service. Donc, si vous avez un DDoS qui est d'ampleur. Alors il y a des trucs genre level 7, level 3, etc. Bref, je sais pas exactement. En gros, si vous avez des DDoS transcontinentales qui vous tombent dessus, bon là que les choses soient claires, on vous en veut à vous. Hein. Là, on n'est plus du tout dans dans des attaques moyennes. Si vous avez un truc comme ça, du coup là, il vous faudra le niveau business pour bloquer ces attaques-là. Hein, le niveau pro vous bloque les DDoS, mais des DDoS de niveau basique, pas de niveau avancé. Bon, je vous lirai dans la différence entre les deux, je pense que c'est les volumes et puis la complexité avec laquelle ça a été fait. Et la deuxième chose qui, elle, du coup, ne parle pas de sécurité mais d'optimisation, qui est le Railgun Optimization pour les applications web, qui rajoute encore un niveau d'optimisation supérieur. Euh, qui est toujours un peu intéressant, notamment tout va plus vite, c'est plus beau et vous allez voir vos cheveux repousser avec le ray gun. Bref, donc du coup, voilà, moi j'utilise que le niveau pro. Hein, pour mes sites, ça a quand même été assez salutaire. Et mais du coup, voilà, je voulais en parler pour vous dire quelque chose d'important quand même, c'est que ça fait pas tout. Et quand je dis que ça fait pas tout du tout. C'est-à-dire qu'il faut vraiment pas vous arrêter là, parce que typiquement, je prends un exemple tout con. Euh, euh, Quand ils ont posé vos virus, qu'ils ont attendu 3 mois, d'accord, poser un virus, normalement Cloudflare va le bloquer, mais parce que c'est du XSS, c'est du SQL injection, c'est du script, c'est du PHP, enfin c'est du web script injection. Bref, c'est des requêtes qui sont pas naturelles, donc normalement elles devraient être bloquées par Cloudflare. Mais si c'est pas le cas, pas de panique. Euh, Enfin, si c'est pas le cas, en fait, bah là vous êtes un peu emmerdé. Pour deux raisons. La première, c'est que vous allez vous retrouver avec du coup une faille de sécurité en plus sur votre site, qui en plus est connue par le pirate parce que c'est lui qui l'a posée, donc il la connaît sa faille de sécurité. Et deuxièmement, l'exploitation de cette faille souvent est parfaitement indétectable puisque ça ressemble vraiment à des requêtes classiques. Ça ressemble, il n'y a pas de contenu bizarre à l'intérieur, il n'y a pas de enfin, y a vraiment rien de. Enfin, c'est vraiment t'as vraiment l'impression que c'est un mec qui navigue normalement et enfin, voilà, c'est pas tout à fait détectable. Ouais, C'est pas aussi il va facilement. sur une URL qui n'existe pas, mais qui pourrait exister Exactement, voilà. sans être. Cloudflare, tu vois, connaît pas ton application. C'est pas non plus une. Et voilà, lui, il traite les requêtes de manière pas anonyme, mais quasiment, tu vois. Et il dit bon, ok, est-ce qu'elle existe pas. Enfin, il se pose pas la question de quelle est l'application qui est derrière. Lui, il prend la requête et puis il l'analyse en tant qu'objet unique. Il vérifie pas autre chose. Donc voilà. Du coup, qu'est-ce que je voulais préciser là-dessus? Que oui, quand vous avez posé votre Cloudflare, globalement, vous êtes pas mal. Hein. Faut quand même se détendre. Hein. Vous êtes quand même bien. Nous, on a été plus loin. C'est-à-dire qu'après, on a mis en place des scripts de nettoyage. Et honnêtement, l'autre niveau de protection, donc on a essayé de corriger les failles de sécurité autant que possible. Mais bon, enfin, chacun son avis là-dessus. Mais moi, je considère que c'est quand même enfin 100% de sécurité, c'est quand même un but un petit peu complexe à atteindre. Du coup, du coup, moi, enfin, puis bon, ça évolue tout le temps. Enfin, faut faire faut tout le temps changer, quoi. Ouais, puis en plus, c'est pas un truc que tu peux promettre à ton client en tous les cas. Donc, Ouais, ça paraît compliqué. ce qui compte, c'est de pas être, parce que les pirates, entre guillemets, hein, comment ils font, ils cherchent ils cherchent des milliers de serveurs le plus rapidement Ouais. possible. Et ils testent telle ou telle faille. Voilà. Donc, ce qui compte, c'est que les failles qui sont connues, elles soient corrigées déjà chez toi. Absolument. Ou que vous. Après, effectivement. Généralement, les failles qui sont connues, justement, ces attaques-là, généralement, elles sont quand même bloquées par Cloudflare, parce que du coup, lui, il les détecte, Ouais, en plus, etc. Donc, ces attaques-là, un peu simples, hein, parce que c'est quand même vraiment des attaques un peu basiques, ouais. elles sont quand même bien protégées par Cloudflare. Hein. C'est quand ça commence à monter un peu de niveau, parce qu'évidemment, il n'y a pas que des attaques de niveau simple, que Cloudflare, du coup, affiche ses limites, mais c'est aussi parce que c'est le système en lui-même qui a ses limites. C'est comment c'est construit. Il faut mettre des protections au niveau serveur. Alors moi, qu'est-ce que je recommande rapidement, et tu me diras après si toi tu as d'autres recommandations. Premièrement, pensez à mettre des scripts qui surveillent les fichiers qui ont été modifiés sur votre site.
hein. Ça vous permettra de détecter assez... Ouais. Là, sur WordPress, il y a Item Security qui est pas mal Ouais, pour ça. exactement. Alors, oui, ça fait ça. Et alors il y a ça, mais tu vois, si tu prends, tu vois, si tu mets, même si tu sors de WordPress, de PHP, tu vois, alors, ouais, de toute façon, un virus, c'est un fichier. Donc, l'idée, c'est quand même de checker que bah, les fichiers qui sont dedans, ils sont bien dedans. Enfin, ils sont bien applicatifs. Suite à ça, alors nous c'est un truc, c'est un niveau de sécurité qu'on pourrait rajouter, mais déjà rien que ça vous permet de les détecter assez rapidement parce qu'ils vous en posent pas 400 d'un coup, hein. Puis quand vous voyez 400 scripts qui n'existent pas et que vous n'avez pas fait de déploiement, vous pouvez tout de suite vous dire ok très bien, allez Benjamin on y va, c'est parti pour le nettoyage. Donc ça c'est assez simple. Moi un truc que j'avais pensé faire et que je m'étais dit que ce serait intéressant, attention idée de business, hein, amis développeurs, branchez-vous. Euh, si tu mets en place, tu vois, un service de backup, genre via FTP ou autre chose, qu'est-ce qui t'interdit dans le service de backup d'intégrer dans ton. Une fois que tu as fait ton backup, d'intégrer un truc qui va scanner ton backup. Tu vois, tu es sur un site à froid, donc tu peux y aller, tu peux bosser dessus, tu plus en train d'impacter la performance du site, et tu peux dire, bah, à chaque backup que tu fais un scan de tous les fichiers qu'il y a dedans, et tu peux du coup. Parce il y a plein de règles hein, qui existent hein, pour détecter s'il y a des fichiers, si des fichiers sont potentiellement des virus ou pas. Et du coup, tu pourrais balancer un espèce de scan automatiquement sur ton backup pour checker les trucs et puis dire bah non ça oui ça non ça oui ça non et puis après éventuellement même réimpacter la suppression des fichiers directement sur ton serveur. Bref, voilà une petite idée de service que non, peut-être que ça existe même déjà, j'en sais rien. Mais globalement, je m'étais dit, tu vois, pour rajouter un niveau de sécurité et de surveillance automatisée, ça se fait bien, ça impacte pas du tout les performances de ton site, hein, tu fais juste un backup, et derrière après tu l'analyses autant que tu en as besoin, sans toucher à ton site directement. Je trouvais que que ça aurait pu être un niveau de sécurité encore supplémentaire, parce qu'en gros, le message derrière tout ça, c'est une fois que vous avez posé Cloudflare, c'est pas du tout fini, il faut continuer à surveiller votre site, et si vous avez un site qui est sous attaque, bah, vous n'avez pas d'autre solution que de le nettoyer complètement de tous les virus qui ont été posés. Enfin, de poser Cloudflare pour éviter que les virus reviennent, en tout cas autant que possible. Donc arrêter la... En gros, tu colmates les brèches, c'est un peu ça à côté, t'arrêtes de faire rentrer de l'eau, et puis après t'es cop, hein. Globalement c'est un peu ça le truc. Donc globalement, voilà, Cloudflare ça vous bloque, tu t'arrêtes de te faire infecter, et après tu nettoies bah, ton site qui a déjà été infecté. Donc voilà, n'oubliez pas de checker la base. Il y a aussi des choses dedans. Il y a des outils aussi qui existent pour faire des analyses de base de données. Et si vous n'avez pas d'outils, vous posez un dump SQL, vous vous assurez qu'il est bien, qu'il rentre bien dans le scan que vous avez utilisé, dans le fichier de scan que vous avez utilisé, et il va tout de suite vous dire si votre fichier de base de données il est périmé, il est corrompu ou pas, et si les contenus qui sont dedans ils sont corrompus ou pas. Après, à vous de chercher où est-ce qu'il a détecté la corruption, mais au moins ça vous permettra de savoir si la base est clean ou pas clean. Ça c'est une méthode un peu simple, hein, mais il y a des méthodes plus fines pour faire ça. Voilà ce que je voulais vous dire sur Cloudflare. Pour résumer, hein, parce que quand même, voilà, moi j'en suis très content. Si vous vous posiez la question de est-ce que c'est facile à vendre ou pas, moi j'ai pas eu de problème pour le faire. Déjà parce que c'est pas cher. Alors margez pas dessus, hein, c'est pas honnête. Hein, prenez-vous une petite prestation au départ pour la mise en place, hein, mais en plus c'est assez simple. Mais globalement margez pas dessus, c'est pas voilà. Euh, mais du coup voilà, donc c'était juste pour mettre en lumière cet outil. Alors il y en a certainement d'autres hein, que je connais pas, mais comme c'est un retour d'expérience, je vous parle de ce que je connais. Ah, Alors, je crois que c'est le plus connu hein, bah, quand il me même, semble, ouais, il Cloudflare. me semble aussi, mais après il y en a peut-être d'autres, tu vois. D'ailleurs, je serais ravi dans les commentaires qu'on me dise, bah non, il y a celui-là qui existe parce que il est ceci, cela, qui est spécialisé. Tu sais, il y en a peut-être qui sont spécialisés sur la sécurité, sur tel type de techno et tel autre type de techno. Enfin, ce serait pas impossible. Donc voilà, du coup, voilà un petit peu mon retour d'expérience, hein. Donc si vous êtes encore dans le doute, c'est un retour d'expérience qui est positif, hein. Vraiment, il faut pas hésiter à s'en servir, même si ce n'est que pour la partie performance, parce que sincèrement, ça a un effet tout à fait sensible. Allez, qui t'est dit, est-ce que tu as des questions? Moi, il y a un truc que je trouve un peu dommage quand tu mets Cloudflare sur un de tes sites, c'est qu'après,
assez régulièrement, quand tu vas sur un site qui est protégé par Cloudflare, tu vois que tu arrives sur une page avec un fond blanc ou à moitié gris, je Ouais, sais pas ça c'est trop. le challenge. Il dit checking your Ouais. browser, des trucs comme ça. Et, euh, et c'est vrai que tu vas mettre ça sur le site d'un gros client qui a une marque importante, Ouais. c'est pas Ok, génial, quoi. alors exact, C'est le truc que je reproche un petit peu. Après, il y a peut-être moyen oui. de s'en passer, hein, Exactement, ouais, c'est ce que je voulais dire. Ce truc-là, ce dont tu parles, c'est ce que j'ai appelé le captcha, d'accord? C'est quand il est pas sûr que t'es un visiteur ou que t'es une attaque ou Ah, c'est pas, ça leur c'est ça leur challenge? captcha, ouais, c'est ça, d'accord? Alors, D'accord. ça, c'est comme ça qu'ils le présentent. Et ça, si tu l'as à chaque fois, c'est que le mec, il a configuré. Non, c'est pas à chaque fois. Des fois, c'est même sur un même site. Tu sais, je vais dans un autre menu et puis hop, il me l'a mis, ça me l'a déjà fait une fois Ça fait ça une et ça fois. me le fait pas à chaque Non, non, fois. Mais non, ça fait de temps en temps, ouais. c'est vrai que Ouais. Ça, c'est leur challenge. je le vois un petit peu souvent, quoi. Et je trouve ça Alors ça, tu peux régler hein, le niveau de je trouve ça un peu sensibilité dommage. du Ouais. captcha. Tout ça, tu peux le fine-tuner. Hein, notamment, tu peux régler le niveau d'action, etc. Et puis, tu peux faire des whitelisting hein, quand même pour essayer de dégager pour essayer d'ajuster ça. Mais oui, ça se paramètre. Et du coup, et t'as des stats là-dessus. C'est-à-dire que tu sais combien t'as fait de captcha, combien t'as fait d'attaque, et tu vois les requêtes qui ont été mis en captcha. Enfin, eux, ils appellent ça en challenge. Et les requêtes qui ont été bloquées. Et ça te permet de dire ah bah non 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 celle-là t'arrêtes tes conneries, tu la laisses passer parce que c'est une bonne, celle-là c'est pas une bonne donc faut surveiller un petit peu hein. C'est pas je appuie sur un bouton et c'est terminé. Mais oui, ça c'est leur captcha à eux, c'est avec ça qu'ils vérifient, qu'ils s'assurent qu'il n'y a pas de truc, mais ça enfin moi je sais qu'on est enfin tu peux parfaitement le paramétrer la sensibilité de ce truc là. Après c'est bah c'est enfin, j'ai envie de dire c'est le prix de la sécurité si tu veux, quelque part à un moment. Mais je comprends que ce soit gênant, mais ça tout à fait, mais ça se gêne. Ça se paramètre le niveau de sensibilité de ce truc-là. Voilà, t'avais d'autres sujets? Non, non, Non. je- c'est un CDN classique pour sa partie un peu, enfin CDN comme on l'entend habituellement, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que ça rajoute en plus l'espèce de niveau de sécurité par-dessus, donc c'est pas mal, Ouais, quoi. ouais, moi je trouve ça propre. Après, effectivement, faut voir à l'utilisation, mais comme tu le dis, tu vois, ça a été nickel et t'as vraiment vu la différence, donc ça vaut le coup, quoi. Yes, ouais, faut Après, essayer. effectivement, il faudrait voir qu'est-ce qui. Moi, je connais pas assez, hein, à part le CDN d'Amazon, mais qui pour le coup, lui, est un CDN très classique. Ouais, CloudFront, il s'appelle. oui. Et après, il faudrait voir par rapport aux autres, mais c'est vrai que je connais pas assez pour dire. Alors ouais, non, en termes de, je sais pas, là je sais pas te dire la différence entre les deux. Si, il y a une chose dont je peux déjà te dire, c'est que le paramétrage du CDN de Cloudflare est bien plus simple que celui de CloudFront. CloudFront, quand tu l'intègres, Ah oui, bien sûr. il faut modifier ton site pour que ça prenne, pour que ça fasse passer tes statiques sur un CloudFront. Ce qui est pas du tout le cas du Cloudflare. Quand tu prends un Cloudflare, tu touches pas à ton site, tu touches à rien, tu déplaces tes noms de domaine, tu déplaces les name servers et ça fait passer le trafic correctement. Donc ça, je trouve que c'est un avantage. C'est pas non plus la folie, mais c'est un avantage. Donc du coup, voilà, juste pour dire un petit peu les petites différences en termes de performance que ça peut proposer. Voilà un petit peu. Écoute, si t'as pas d'autres sujets, on peut continuer. Sinon, est-ce que t'as d'autres éléments? Non? Non, non, bah après, moi je connais pas assez, comme je te disais, donc s'il y a quelqu'un qui nous écoute en ce moment et qui a plus d'infos là-dessus, qui viennent pas, Yes, qui balance dans Parce que les commentaires. on a eu un peu la vision idyllique que tu as eu Oh, toi, t'exagères, attends, j'ai quand même et, prévenu que ça et protégeait bien, pas de tout. Non mais oui. Non mais ouais, j'en non, suis. Non mais c'est vrai, faut être honnête, hein, j'en suis c'est content. après, faut voir, tu vois, moi, je connais pas assez, donc je saurais pas te dire s'il y a enfin, si, déjà, moi, un problème potentiel que je vois, c'est que comme justement, c'est lui qui gère tout automatiquement, tu peux pas lui dire, bah tiens, ça, je veux pas que ce soit dans un cache ou des choses comme ça, il risque. Ça, comme c'est entre guillemets un peu magique, tu vois, tu auras peut-être des soucis sur certaines choses, mais Ouais, alors moi ouais, j'ai vu hein, après, dans ça va les avoir règles custom, l'utilisation tu aussi. peux tout à fait exclure des trucs du cache et tout ça, ça y a pas de souci, ça se fait Ouais. bien. Mais non non, enfin dans le back office de Cloudflare, tu peux le faire. Et encore mieux, tu as des outils. Alors là, il faudra aller regarder dans la doc développeur, mais tu peux balancer soit des entêtes HTTP, soit des trucs. Enfin, si t'envoies une entête HTTP du genre Pragman au cache, Cloudflare il touche à rien, hein. Enfin, tu vois, D'accord. voilà, il joue le jeu, hein, il est pas, voilà, s'il y a marqué pas touche à cette page, clairement il y va, hein, il y a pas, enfin il touche,
Non, non, moi c'est en ça où je te dis, moi je m'étais dit, je vais le mettre sur mon site e-commerce, que tu vois, sur l'autre, la partie blog portfolio, on s'en fout, tu te dis, bon, ok, y a Oui. aucun risque que ça merde. Puis, putain. Et puis quand je me suis dit, c'est bon, je vais balancer ça sur le e-commerce, il y a plein de trucs, ça va merder dans tous les sens, c'est garanti. Je l'ai plugué, j'ai fait bon allez hop, on s'est mis à 3-4, on a passé plein de commandes, on fait bah non ça passe bien. Bon très bien. Et effectivement on a bien vu, il y a ces pages là qui sont clairement dynamiques, bah il les met pas en cache tu vois, parce qu'elles ont les pragmas qui vont bien en disant non, non ça tu le caches pas etc. Donc tu peux même paramétrer toi-même directement dans ton code les trucs que tu veux mettre en cache ou pas et que Cloudflare prenne en compte ou pas. Donc vraiment c'est pour ça je trouve que là c'est assez facile, même si clairement je pense que pour des optimisations avancées à mon avis ça a ses limites que moi j'ai pas rencontré, hein, mais doit y en avoir. Ok, bon Ok. bah super, bah écoute, ça conclura le dossier et on enchaîne avec la toolbox. Et maintenant, ouvrons la toolbox. Et dans la toolbox, Teddy nous parle de input et aussi d'un moyen de vous rendre aveugle définitivement. Ouais, non, c'est pas ça. Oh. Qu'est-ce que... C'est juste un site pour les développeurs, donc forcément, il est pas très très joli. Ah punaise. Mais en fait, qu'est-ce que c'est Input? C'est une fonte, une D'accord. police, Oui. euh, qui a été faite par et pour les développeurs spécifiquement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que notamment les I et les L sont très bien différenciés. C'est-à-dire Ah, que ça va être facile à lire. C'est-à-dire que ça va être une typo monoespace. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit en français, mais en tout cas oui, monospace. absolument. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les caractères font la même Ça veut largeur. dire Donc, que que le tu I et tapes le un O, ils L, font la même largeur. voilà. Et du coup, c'est pas mal quand on veut aligner plusieurs lignes verticalement. C'est facile à faire. Absolument. Et voilà, elle a vraiment été spécialement faite pour les développeurs. D'accord. Alors, qu'est-ce que donc des lettres bien différenciées, mais notamment tout ce qui est parenthèses, les crochets, les accolades, les moustaches, Mhm. elles sont très visibles, elles prennent beaucoup de place en fait. Eh oui. Et du coup, on voit tout de suite, on reconnaît tout de suite la structure qu'on est en train d'écrire. Et en plus, ce qui est pas mal, c'est on peut la personnaliser. Et vous irez voir, hein, pour ceux que ça intéresse, il y aura le lien dans les notes de l'émission. D'habitude. Mais il y a une preview interactive, on peut voir vraiment qu'est-ce que ça donne avec plusieurs langages différents. Tu vois, ils ont fait des exemples dans plusieurs langages de dev différents, même avec plusieurs thèmes différents pour le texte. Ils ont été assez loin dans le truc. Et on peut même choisir des lettres spécifiques qu'on aime. Par exemple, on peut choisir comment sera écrit le A, le G, et même des caractères comme le 0. Si tu veux, notamment le 0, si tu as des polices où entre le 0 et le O, tu fais pas la différence. Alors que pour nous, c'est chiant, c'est pas du tout la même chose, quoi. C'est certain. Donc voilà, on peut même choisir à quoi va ressembler son Ah 0. oui, Donc je sais qu'il y en d'accord. a qui aiment bien le 0 barré. Moi, j'aime pas trop ça. Je préfère à la limite le 0 avec un point à l'intérieur. Ouais, moi aussi. Et voilà. Et moi, je trouve ça pas mal. Je l'ai testé. Là, pour l'instant, je la garde. Je trouve que ça fait quand même une différence. Et là où vraiment ça joue, à mon sens, c'est au niveau du design des accolades et des parenthèses et des D'accord. crochets. Je trouve que ça permet vraiment d'identifier tout de suite qu'est-ce qu'on est en train de créer, qu'est-ce qu'on est en train d'écrire comme structure. Là, on fera pas c'est impossible Mélanger tes accolades et tes de mélanger crochets. une accolade avec une parenthèse ou un crochet, ou parfois, suivant des typos, c'est un petit peu pareil. Si tu passes vite en lecture dessus, tu vois pas forcément. Même le point-virgule qu'on utilise, notamment dans beaucoup de langages, notamment en JavaScript, pour moi, on voit tout de suite s'il est à la fin ou pas, s'il manque en fait. D'accord. Donc voilà, je C'est trouvais ça cool. intéressant qu'il y ait des gens qui créent une fonte spécifique quasiment aux développeurs. Oui, je suis d'accord. Je me moquais, mais je trouve ça À cool. voir. C'est à tester, hein. De toute façon, à tester, c'est pas très compliqué, hein. Il suffit de la télécharger, c'est gratuit si on s'en sert pas commercialement, si on ne met pas sur un site web, par exemple. Et voilà, c'est facile à tester, et si jamais ça plaît pas, c'est encore plus simple de revenir à la version d'avant, à Absolument. la typo qu'on avait avant. Mais voilà, ouais, mais je vous invite vraiment à y jeter un coup d'œil, je trouve que ça fait vraiment une différence, en fait. D'accord. Et du coup, je me demande si dans Cloud9, tu peux importer une typo comme ça ou pas. Et ben, je sais exactement la question que je me posais. Et je ne sais Ouais, pas du tout. c'est intéressant de savoir. Ouais, j'ai pas de réponse.
Mais Après, ce serait faisable hein, techniquement pour eux de le oui, faire. j'imagine que au pire avec Ce serait... un module Chrome ou autre chose. Mais non, je sais pas si Ah tu oui, non, mais même tu pourrais te laisser choisir ta typo. Enfin, c'est peut-être déjà possible de choisir ta typo, mais peut-être que tu peux pas en apporter une toi-même et après le faire, le rendre disponible, ce serait pas impossible à faire pour. carrément, carrément, non, je pense pas. Non, non, mais écoute, je vais regarder et je vais leur balancer la référence pour qu'ils jettent un coup d'œil si jamais ils ont envie d'intégrer cette police spécial développeur. Ce serait pas mal. Hmm. Allez, on y va et tu nous continues et tu nous parles de Test My CSS. Test My CSS, c'est un site on a juste Qui est fait en une Bootstrap. hein? Qui est fait en Bootstrap, manifestement. Ah, peut-être, je sais pas. Ouais, c'est possible. Je sais pas, ça ressemble. Je sais pas trop à quoi tu le vois, mais c'est pas Non, tu impossible, penses effectivement. pas? Je sais pas, j'ai l'impression de reconnaître la typo. Bon, excuse-moi. Continuons. Je sais pas, peut-être. Mais bref, c'est un site où on a juste un champ texte où on met l'URL de son site sur lequel on est en train de bosser et qui va faire plusieurs tests dessus sur le CSS, hein, parce que ça s'appelle Test My CSS. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va regarder si déjà le CSS est valide. S'il n'y a pas des trucs qui se répètent, il va vérifier un peu comment est organisé le document. Il va vérifier s'il n'y a pas des choses qui sont en doublon. Mhm. Et après, ce qu'il va faire aussi, c'est vérifier tout un tas de bonnes pratiques. Donc, ils en Ouais. font la liste hein, sur le site. Vous irez voir si, pour ceux qui font du CSS, les pauvres, vous allez voir, il y a pas mal de choses. Et c'est un bon outil pour, tiens, si tu veux, pour ceux qui sont en vidéo, tu peux regarder analyse Reddit CSS. En fait, j'étais en train de Comme ça, choper le CSS de la debug room. Et en ouais, fait, j'ai il vu faut. que tu galérais. Mais Alors, non, mais parce qu'en fait, il faut mettre l'URL de la CSS et pas l'URL du site. Ce qui t'analyse sur ah tout. oui, bah oui. Donc, du coup, c'est pour ça Ouais, que. parce qu'après, tu peux avoir plusieurs CSS Ouais, dans mais je ton pensais site et qu'il du te coup, il va pas regroupait détecter tout et tout à la fois. je pensais qu'il te le détectait, qu'il Ouais. détestait tous, mais très bien, non, pas de souci. Du coup, c'est Tu pour vois, ça il que va j'y pas allais. tester les CSS de Bootstrap, tu vois, ça sert à rien. Bah, ça pourrait être marrant, justement, de voir ce Ouais, qu'il mais en du pense. coup, c'est pour ça qu'il propose enfin, il propose de mettre directement les CSS que tu veux. Right. Enfin, bref, voilà, il vous fait plein de tests. Il va notamment vérifier s'il n'y a pas des gros problèmes de performance CSS avec par exemple, des classes qui sont beaucoup trop spécifiques alors qu'on pourrait mettre des choses plus simples. Voilà, vraiment plein de stats, d'analyses. Donc c'est vraiment pas mal. Je trouve ça. J'avais prévu de faire un dossier sur le CSS dans les dossiers qui viennent là. D'accord. C'est un peu long à faire parce qu'il y a plein de trucs à dire finalement. Mais voilà, je trouve que c'est un bon truc à avoir et puis je vous parlerai de tout ça dans un prochain dossier. Yes. Voilà, mais c'est un super bon outil. C'est vraiment un truc qu'on Les, teste pas des masses généralement, les CSS. propriétés Alors dupliquées, que les sélecteurs dupliqués, les règles vides. Ouais. Ah, ouais, tu vois, il te note tout ce qui est important. Multiclasse sélecteur, voilà, les importants, c'est pas terrible. Les multiclasses selector. les properties. Ah, c'est pas Ah, mal, hein. les préfixes qui sont plus nécessaires. Il y a vraiment Yes, yes. beaucoup de choses. Non, Et non, c'est très très c'est cool. facile à utiliser, donc faut pas s'en priver. Carrément, c'est top. Non, non, ça a l'air très chouette. Ça a l'air très chouette, ouais. Et donc, du coup, en fait, ça te donne pas vraiment des espèces de stats sur un espèce. C'est pas comme PageSpeed, ça ne donne pas un espèce de score à la fin, c'est juste le nombre de Ah non, non, c'est problèmes vraiment, que tu vois. Moins t'en as, mieux c'est. c'est Ok. après, tu as des stats derrière, tu vois, tu as les colors et les media queries, et après, tu as ce qu'ils appellent des metrics. Oui. Donc, tu as la longueur des commentaires, les sélecteurs par tag, tu as vraiment plein de choses. C'est intéressant, en fait, ça peut valoir le coup, notamment pour ceux qui travaillent sur un produit qui sont pas en agence web, de peut-être tous les 6 mois de vérifier si tout va bien avec cet outil-là. Si cet outil-là, il nous ressort rien pas grand-chose comme problème, c'est que vraiment le CSS, il est pas mal fichu C'est clair. et Bah, ça quand peut tu vois avoir des que, coups. ouais. Mine de rien, mine de rien, ça joue quand même sur les performances le CSS, notamment à l'affichage de la page. Carrément. Si on a trop de règles qui sont inutiles ou trop de règles qui sont trop spécifiées, Absolument. alors qu'elles pourraient être plus simples. Absolument. Ok, bah ouais, ouais, c'est très très cool. Et pour ceux qui sont en agence web et qui font bosser des freelances, ça vous permet de tester Ah bah oui, la qualité de leur code. Oups, je n'ai rien non. dit.
Allez, on continue. Et je vous parle rapidement d'un petit site qui a été proposé par notre ami Google, hein, qui nous liste ni plus ni moins que les différentes tailles d'écran, ratio de l'écran, etc., DPI, densité de pixels, bref, toutes les choses qui vont bien, et donc des plateformes pour tous les appareils qui existent, donc que ce soit les iPhones, les Surface, les iMac, évidemment ils ont mis les Android en premier, faut pas non plus déconner, mais du coup ça nous fait un bon dictionnaire. Enfin, ouais, il y a même la Surface Book, hein, qui est quand même une machine très récente. Donc voilà, il y a tous les trucs toutes les dernières, enfin toutes les dernières sont toutes les versions des. J'arrive plus à parler, il faut que tu m'aides. J'arrive plus à parler. Bref, donc du coup, bref, t'as toute la liste de tous les devices. Si jamais t'en as besoin de récupérer rapidement une taille d'écran, Google t'a fait la liste pour toi. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, t'as l'aspect ratio aussi, ça te permet Ouais, de savoir si de t'es voir plutôt. ce que c'est. Ouais, c'est pas mal. Donc voilà, bon, c'est pas. Je sais pas du tout, Non, moi bon, non ça. plus, c'est pas la révolution, mais c'est toujours cool d'avoir ça dans. Parce que franchement, il y a tellement de tailles d'écran maintenant. C'est bon, ouais, je m'en souviens plus. Enfin, quand il y avait deux ou trois, ça allait bien, mais maintenant c'est plus possible, quoi. Donc Ah, il y a juste. même des montres connectées dedans, et ça, c'est vrai que Bah on ouais, sait pas du tout quelle taille elles font, hein. t'as quoi? T'as les Apple Watch, t'as les Samsung Gear Live, la Smartwatch 3. Non, mais il y en a. T'as les motos 360. Bref, ouais, t'en as pas mal. Non, non, ils ont fait du bon boulot. Ben, ils ont. Bon, ils ont. Ah oui, tu peux même avoir les dimensions soit en inch, donc en pouces, soit en CSS, soit en centimètres. Allez, c'est parti, on continue. Et tu nous parles de Trailblazer. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, Trailblazer, c'est pas, j'allais dire c'est spécifique à Rails, mais en fait pas du tout. Mais c'est vrai que ça a été fait pour Rails à la base. C'est Trailblazer, ça répond à un problème, c'est que dans Rails et d'une manière générale dans tout ce qui est framework MVC, Ouais. c'est qu'on a tendance à blinder le contrôleur ou le modèle. Ouais. Mais du genre de blinder, c'est de foutre du code métier dans le modèle ou dans le contrôleur, en fait, de pas trop savoir où on met les choses. Et que du coup, le principe un peu basique de MVC, c'est que chaque objet a une seule responsabilité. À Il est un son peu rôle, cassé ouais. avec ça. Absolument, ouais. C'est vrai que Finalement, hein, c'est du difficile coup, de c'est un s'y petit tenir, peu hein. court. Ouais, le premier, ouais, moi ce que je vois beaucoup, c'est des contrôleurs blindés de code alors qu'ils devraient être dans le modèle parce que c'est là que Ouais. le code métier doit se trouver la Et plupart même du dans temps. le modèle, il y a des choses qui ne devraient pas y être, etc. Absolument des Donc trucs là, qui ce que vont ça pas. propose, Trailblazer, c'est tout un tas d'autres types d'objets qui viennent se greffer autour ou rentrent même, ça peut être au milieu, des MVC, des classiques MVC. D'accord. Donc typiquement, hein, dans le domaine de Rails, ça donne lieu à un objet qui va être là ils appellent ça un form, mais ça peut être aussi généralement on appelle ça un présenteur en Ruby on Rails. Et D'accord. un objet form, c'est celui qui va te permettre plutôt qu'un formulaire soit directement plugué au modèle, qui Ouais. du coup, on doit y dire, bah, toi, tu acceptes aussi des données pour d'autres modèles qui sont des enfants de toi, par exemple, et de Oui. mettre des validations un peu dans les deux modèles, on ne sait pas trop où. Là, au moins, on a un objet qui sert à afficher les champs qu'il faut, à mettre les validations sur tous les champs, et après de créer les objets qui vont avec. Et du coup, Ouais. ça permet de libérer tout ça du modèle. On a la même chose pour tout ce qui est callback, on a la même chose pour les vues où on a non, là on est encore une fois dans le domaine Rails, donc ça passe par des cells pour ceux qui connaissent, c'est une gemme qui est pas mal, et pour ceux qui connaissent pas, ça permet de faire des espèces de widgets qui seraient vraiment séparés de tout le reste et qu'on peut D'accord. inclure un peu comme on veut partout. Cool. Voilà, donc ça met plein encore une fois, c'est des bonnes Ouais, pratiques. ça spécialise un petit peu le Ça modèle m'a- MVC en fait, c'est ça que je comprends. Alors ouais, voilà, du coup on n'est plus en MVC, on est Alors là, il y a une illustration en haut qui est marrante. Du coup on est dans le modèle, si tu remontes un petit peu, voilà, c'est contrôleur, form policy, modèle, sales, view, responder, test control. Donc c'est un peu Merde, long, ouais, t'es souhaité et dit mais voilà, courage. c'est vraiment, quand on commence à avoir une grosse application, ça peut être pas mal d'utiliser Ouais, ça, ouais, parce que du coup ça force un peu à vraiment réfléchir où on place son code carrément. et à le différencier et du coup après derrière quand on recherche à modifier quelque chose, ben, on sait que si c'est sur la validation,
on sait que la validation de tel endroit dans le site, elle correspond à tel formulaire, et on sait que tout sera dans le même objet forme. Absolument. Non, non, je trouve ça cool, je suis d'accord avec toi. Le modèle MVC pour les applications qu'on fait maintenant, c'est trop générique comme modèle. C'est bien qu'ils aient spécialisé, ça guide, ça aide. C'est pas assez structurant MVC. C'est très bien. Allez, on continue. Tu nous parles de Loud Links. Oula, des liens chantants. C'est cool. Ouais, des liens forts. Mais, non, c'est même pas ça, c'est liens Des bruyants. liens Voilà. bruyants. En fait, c'est une petite, vraiment toute petite, pour le coup, c'est un Sérieux? 1,5 kbps qui va permettre de rajouter des sons très facilement, de jouer des sons, de la musique ou ce que vous voulez, suivant certains events. Donc là, Mon les Dieu. exemples qu'il donne, c'est un overme Ouais. sur un bouton ou un clic ou un GIF avec un chat qui déroule du PQ et quand on passe la souris dessus, ça fait. Ouais, ça Tu vois me. si on l'entend là? On l'a Bah, entendu? moi je l'entends. Moi je l'entends, mais du coup, toi non, parce que c'est dans mes écouteurs. Ah d'accord, ok, Pour dommage. ça, désolé. Mais voilà, Et vous ça irez peut voir, hein. De servir. toute façon, c'est Ouais, un ça chat, peut c'est obligé servir. que c'est cool. Bah carrément. Carrément. Et voilà, moi je l'ai mis parce que ça peut servir, mais après, Non, c'est marrant. C'est marrant. voilà. Donc, en tout Attention. cas, si un jour on vous demande de faire ça, là au moins il y a un moyen très très simple de le faire, quoi. Ouais, attention quand même, hein, il vous faudra mettre les audios dans au moins deux formats MP3 et OGG pour être vraiment Ah oui, bah compatible oui. compatible avec vraiment tous les navigateurs. Bon, c'est supportable, faut pas déconner, mais faut pas l'oublier, le MP3 n'est pas compatible avec tout le monde. Allez, on continue, tu conclus avec quelque chose d'absolument formidable, merveilleux, épatant, époustouflant, que dis-je, encore mieux, séquence.js. Je sais pas du tout ce que c'est, je sais pas pourquoi je t'ai fait un lancement comme ça. Bah, ah si oui, enfin c'est tout con, c'est juste c'est une espèce de slider, mais qui va être responsive. Voilà, et c'est Ouais. un slider en mode une sorte de plein écran, mais en mode très large, donc qui sera responsive, qui s'adapte vraiment à toutes les résolutions d'écran. Uh-huh. Moi, le test que j'en ai fait, c'est que ça s'adapte vraiment à tous les genres d'écran, même ceux qui n'existent pas, même les plus improbables. Ouais, aussi, ça peut être un truc qui peut servir à certains d'entre vous. Ah oui, d'accord, c'est un slider full screen. Ouais, voilà, et qui s'adapte vraiment qui est complètement responsive. Cool. On pourrait l'essayer dans design.google.com slash Ah, je sais même plus c'était quoi le nom du slash resize, non, resizer, slash ouais. resizer. Mais voilà, ça peut être sympa et c'est un bon outil à avoir dans sa besace de développeur. Un peu ça, ce développeur. Eh oui, Teddy, le développeur du Moyen-Âge. Attends, on va le faire dans design.google.com. Hop, Pour voir ce que ça donne. ouais. Allez, c'est parti. Et sous nos yeux ébahis, bah ouais, ça matche bien. Et voilà. Voilà, on est en plein succès là. On est bien, on est bien. Alors comment? Ah ouais, du coup, bon, la partie mobile. Ah non, c'est en bas. Ting, 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 ting. Bon, bah ça marche quoi. Voilà. Chose Mhm. promise, chose due. Enfin, moi, pour en avoir déjà fait développer un, je peux te dire que c'est un peu galère quand même. Ouais, c'est toujours cool d'avoir un peu d'avoir ça sous la main, hein. Ça fait gagner vachement de temps. Great. Ok, bon, bah ça conclut la toolbox et on enchaîne avec la zone 404. En avant dans la zone 404. Dans la zone 404, Teddy nous parle de Ocean WebGL. Ouais, ça arrive avec Ocean 11. Ah, c'est. Pardon. Bon, non, pas tellement, mais bon. Bah si, Ah, c'est pas grave. Bon, c'est une démo entièrement WebGL qui est assez impressionnante parce que c'est quand même super joli. Et normalement, c'est fluide hein, sur les ordi, mais ouais, ça roule, c'est pour nickel. moi, c'est pas trop le cas. Non, non, mais Ouais, allez, d'accord, c'est moi la je le vidéo vois qui pas fluide en saccade, mais fait. sinon c'est hyper fluide. Ouais, bah ouais. Et c'est super bien fait. Tu vois, tu peux la configurer un peu en temps réel et tout. Bah alors, il faut comprendre ce Donc que c'est, hein. C'est je quand trouve même ça ultra c'est une impressionnant. simulation de surface d'océan. Donc Euh, avec L'océan, hein. Donc on voit des les vagues, remous des etc. vagues, mais genre pas les vagues qu'il y a près de la plage, plutôt les vagues qu'il y a au large très Dans lointain, quoi, hein. l'océan. Vraiment, vraiment là, donc ça bouge un peu dans tous les sens, etc. Donc c'est très cool.
Et du coup, ouais, on peut simuler un Voilà, peu. c'est un peu joli, je trouve, Ouais, en on peut plus. Un peu... simuler le vent, plus ou moins la taille des vagues, etc. Une mer agitée, une mer un peu calme. C'est très très chouette. Non, non, ça marche très bien. C'est très cool. Voilà. Et le code est disponible et facile d'accès, etc. Donc, Ouais, il est sur pour ceux GitHub. qui veulent voir comment ça marche, c'est facile. Yep. Allez, on continue. Tu nous parles d'un oscilloscope. Faut que j'ouvre mon micro là dans cette démo? Allez, j'autorise mon micro. Allez. Normalement, ouais. Ouais, on Du voit. coup, ça va marcher? Ouais. Ouais, trop cool. Le problème, c'est que maintenant, je suis obligé de parler. Et ça, c'est ta sanction. Ah, dommage. Et moi, si je parle, ça le fait. Ah non, ça le fait Bah pas, non, je ça sais le pas. fait pas, désolé. Bon, voilà, c'est encore une fois, là, c'est pas vraiment une démo en fait. J'ai pas trop compris pourquoi les mecs ils avaient fait ça, mais bon, toujours est-il que Ils l'ont fait. c'est fait avec des technos du web, donc Yes. c'est marrant à voir. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait un oscilloscope qui se base sur le son Ouais. qui est perçu par le micro de votre ordinateur, donc il faudra lui donner accès. Ouais. Et là, c'est pareil, on peut Hmm. voir comment ça a été fait au niveau du code. Et c'est un petit peu configurable dans tous les sens. Et Ouais. tout simplement, bah, voilà, c'est un oscilloscope qui bouge suivant ce que le Je micro pense que entend. le micro capte. C'est très très cool. Ne serait-ce que pour Ouais. voir si. Mais c'est sympa parce que pour le coup, c'est vraiment super bien fait, je Ouais, trouve. tout à fait. Ouais. Ça permet justement Il de est voir carré. le genre de. Pardon, le genre de manip qu'on peut faire sur les ondes radio, enfin sur les ondes qu'on capte du Ouais, micro, tu vois, parce que carrément. c'est pas évident. Moi, tu vois, je savais pas qu'on pouvait, voilà, gérer le gain, gérer l'horizontal offset vertical. Enfin, ouais, je savais pas qu'on pouvait gérer tous ces trucs-là, mais je trouve ça très très cool. Ah, bah, en fait, tout ça, c'est des calculs qui sont faits suivant ce qui est renvoyé par l'API. Ouais, je pense. Tu vois, le gain, c'est juste, tu calcules, enfin, une fois que t'as l'oscilloscope qui est prêt, le gain, c'est juste, tu multiplies par 2 ou 3 la Ah oui, valeur c'est vrai, c'est ça, gars. de ce qui t'est renvoyé, hein. Je pense que c'est juste ça, Ouais, hein. c'est possible. C'est possible. Allez, on continue et tu nous parles de The Spirit. The Spirit. Donc là, encore une fois, c'est du WebGL. C'est une expérimentation, mais je l'ai mis parce que, bon, comme d'habitude, il y a le code qui est disponible. Et là, c'est assez impressionnant, parce qu'en plus, c'est assez joli, en fait, si tu lances la démo. Attends, je la cherche. Ah, elle est là. Elle est là, ouais. Et en fait, ça va générer, suivant, alors encore une fois, pas mal d'outils de configuration. Donc, on peut dire le nombre de particules, combien de temps elle dure, etc. Ça va générer un nuage de particules autour de la souris. Et c'est assez joli. Et d'ailleurs, la démo s'appelle The Spirits. Ça fait un peu, effectivement, un esprit Espèce de fantôme, ouais, qui se balade autour de toi. qui vole un peu dans les airs. Ça, c'est. Voilà, mais en tout cas, c'est super joli, je trouve. Et c'est une belle démo de ce qu'on peut faire ça pourrait servir, pourquoi pas, pour faire des trucs un peu à la con, comme un effet de neige sur un site ou des trucs comme ça. Ouais, Voilà, mais là, tu ce vois, qui je est trouve que impressionnant, c'est que mine de rien, il y a quand même beaucoup de particules, quoi. carrément. Moi, je trouve ça joli Parce qu'il est capable de gérer le nombre de pour, particules. tu vois, pour un fond, pour un background vidéo ou un background justement Ah, pourquoi pas, HTML5 ouais. d'agence, tu vois, Mhm. il y a un côté un peu, ouais, très cool. Bon, voilà pour, En tout cas, une belle démo technique et le code, il est sympa à regarder aussi. Voilà, ça commence à être du code un peu touffu, hein, je vous préviens, c'est clair. mais voilà, c'est intéressant de voir que ce qui est possible de faire et puis en plus qu'on peut aller regarder comment ça marche dans le détail. Yes. Allez, c'est très cool. Et on va conclure avec un code pen. Ah bah voilà, finir avec un code pen, c'est toujours sympathique. Ouais, et là, c'est un code pen, hein, donc forcément le code il est accessible, on peut même le modifier en direct. Et là, c'est carrément un jeu, alors un petit jeu, mais qui mine de rien, il a une espèce de mini moteur physique, etc. Et c'est un infinite runner en fait, donc Yes. c'est que on a le plateau qui défile, on a un petit carré noir et le but c'est de ne pas toucher le sol et de sauter entre les De sauter entre différents les blocs qui se différentes présentent en plateformes, dessous. ouais. C'est cool. Voilà. Donc c'est vachement bien fait. Au niveau du code, c'est marrant. Et on peut le modifier en direct, donc c'est cool. Pour ceux Yes. qui veulent tester ou même pour s'amuser un petit peu. C'est C'est clair. toi qui es en train de jouer là? Ouais. Ah merde. Ah, punaise. Et voilà, j'ai perdu. Bon, ok, désolé, Bon. voilà, moi Voilà, je joue à c'est ta bien démo fait, technique pendant que tu c'est es une là. démo sympa. Yes, et du coup, il y a beaucoup de code, parce que bon, on imagine que. Attends, on est où Ah non. Bah, il y en a pas tant que ça, hein, Non, finalement. j'y ai- Moi, j'étais un peu Ah non, étonné. moi aussi, il y en a pas. En même temps, ah, mais il dessine. Ouais.
Ah, et puis c'est pas Sachant mal, que c'est c'est pas mal, généré. c'est pas mal modélisé. Ouais, c'est généré à la volée, mais en plus c'est assez bien modélisé. C'est-à-dire qu'il y a des classes Infinite Runner, des classes Runner, des classes Ah ouais? plateforme, des classes machin. Non, ils ont bien bossé, ils ont fait le truc Ah propre. bah attends, si je le mets comme exemple, c'est que c'est un minimum bien fait Ouais, quand même. ouais, c'est ce que je constate, c'est pas mal. Bon, il y a zéro. Je regarde un petit peu quand même avant, Non, non, je regarde rapidement, il y a mais je vois quasiment zéro. qu'effectivement, Non, bon, non, c'est c'est propre. assez propre. C'est propre. C'est Par contre, tranquille. effectivement, ouais, faut pas avoir peur de bouffer du JavaScript, hein, parce que là, il y en a un paquet. Ouais, mais c'est pas du, tu sais, c'est pas un Attends, truc regarde, il y a même compliqué pas avec 400 lignes, c'est des. ça qui est fou, hein. Non, c'est pas mal. C'est pas Ah, mal. je peux. Mais voilà, si tu prends une ligne de code, elle est pas compliquée, tu Non, vois, c'est t'as pas clair. des trucs que t'as C'est jamais clair. vu. Non, non, je suis. C'est tout à fait accessible en fait, Absolument, hein. ouais, ouais, c'est juste un peu, faut juste le regarder. Yes, bon bah super, ça conclut la zone 404. Ah, Ah non, tu vas en rajouter un petit truc? si, en fait, ouais, il y avait un autre truc. On a fait un peu le vite, trop vite. Il y a un autre truc que je voulais te montrer quand même qui est vraiment génial. Ok, Si tu retournes dans le conducteur, un des liens, ah, finalement, j'en rajoute un. allez, Le dernier, le single tag website. Celui-là, il est vraiment ça exceptionnel. marche. Alors, On improvise un peu, hein, excusez-nous, mais voilà, pour ceux qui sont en vidéo, là, vous voyez un site qui pourrait être un site complet, hein, même s'il a un design un peu à l'ancienne. Et en fait, ce site-là, il a zéro tag. Il n'a pas de tag HTML. hein? C'est chaud, hein? Donc d'accord, c'est donc tout en CSS. Ouais, c'est tout dans index.css. Donc, c'est beaucoup à base Ouais, mais c'est une énorme, de c'est pas juste une énorme pseudo. background image. Ah bah non, mais sinon, c'est pas Bah drôle. si, parce que là Non, je non, peux t'as pas. le texte qui est. Non? Si? Attends. Ah, Non, 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 c'est pas du tout juste une énorme image, hein. T'as vraiment le texte qui est écrit dans. Si tu explores ouais, c'est ce que je suis en train de regarder. avec les Chrome DevTools, tu verras que. Ah, il y a vraiment le texte qui est écrit en CSS, mais du coup, comme c'est du texte en Voilà. CSS, tu peux pas le sélectionner. Bah, en fait, c'est comme si dans des pseudo-classes, effectivement, tu peux pas les Bah, sélectionner. Ça, c'est pas. non, 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 mais Normalement, c'est t'es pas juste censé avoir des trucs comme pour ça. piger le truc, pour comprendre. D'accord. Ah bah alors ça alors. C'est fort quand même. C'est vraiment, pour ceux qui sont en audio, c'est dommage, mais vous y arriverez dans les liens de l'émission. Ouais, c'est vraiment un Dans site les liens de classique l'émission, avec c'est voilà un un site header, un slider dans lequel il n'y a pas de slide, grande image, une image d'accueil, des après des trucs, du colonnes. texte séparé. Donc non, c'est très Et tout cool. ça, c'est fait juste en CSS et avec juste un tag HTML. Yes, c'est clair. Donc, je trouvais ça, je sais pas, mais c'est vraiment des mecs qui, tu sais, ils se disent, ah tiens, je vais faire un site, mais je vais mettre zéro tag HTML, tu vois, c'est pas trop pourquoi ils décident à faire ça. Et puis finalement, ils y arrivent très bien, C'est clair. c'est pas du tout impossible. Ouais. Ok, super. Bon, bah merci, ça conclura la zone 404. On vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à nous laisser une petite review sur iTunes, mais surtout, partagez l'émission sur Facebook, sur Twitter. Envoyez-la par courrier, faites ce que vous voulez, mais faites-la connaître, c'est vraiment le meilleur moyen de nous soutenir. On vous en remercie beaucoup et on vous dit à dans 2 semaines pour une prochaine émission. Ciao. Salut à tous!